Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes et les hommes qui veulent débloquer de nouveaux niveaux de richesse et de liberté à travers une meilleure éducation financière et une relation à l'argent plus sereine, mais aussi plus puissante. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou un solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, aussi pour assister à des lives avec des invités, des revues de lecture de temps en temps et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer la conversation que j'ai eue avec Anthony Bourbon. Anthony est le fondateur de la marque alimentaire Feed qui est en passe de révolutionner la nutrition et la façon dont on se nourrit. La promesse est de proposer en une simple barre ou une boisson l'équivalent nutritif d'un repas complet. Feed a atteint les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dès sa deuxième année d'existence, puis a subi la crise du Covid en 2020, mais continue aujourd'hui à se développer à grande vitesse. Fort de son succès en tant qu'entrepreneur, Anthony s'est mis à donner des conseils à d'autres entrepreneurs, puis à investir dans des startups et c'est maintenant devenu une activité à part entière. D'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà vu sur M6 dans le panel d'investisseurs de l'émission Qui veut être mon associé. À 34 ans, il a déjà investi dans 50 startups et lance en ce moment même le Blast Club, un club d'investisseurs d'un nouveau genre dont on va notamment longuement parler à la fin de l'épisode. Mais derrière le succès apparent d'Anthony, il y a un jeune homme au parcours assez incroyable. À 16 ans, il s'est retrouvé à la rue avec 500 € en poche. Il n'a pas décroché de ses études, il est allé jusqu'au bout et s'est rapidement ensuite lancé dans l'entrepreneuriat. Son histoire est étonnante et il n'en fallait pas moins pour avoir plein de questions à lui poser, comme par exemple, comment cet épisode de sa vie a marqué sa relation à l'argent? Qu'a-t-il fait de son argent quand il a commencé à en gagner beaucoup? Comment combiner un mode de vie minimaliste et l'amour des belles choses? L'entrepreneuriat ou l'investissement? Lequel des deux rémunère-t-il le plus? A-t-il une stratégie personnelle d'investissement? Ou alors, comment faire de l'investissement en start-up une véritable cash machine? J'ai enregistré beaucoup d'épisodes marquants ces derniers temps, c'est vrai, et celui-ci ne fait pas exception. Je vous attends impatiemment donc sur Instagram pour recueillir vos retours. Et surtout, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Salut Anthony! Bonjour. Je suis hyper contente de te rencontrer en réalité. Les gens te connaissent comme... Écoute, ça va te faire rire, mais l'investisseur, le beau gosse, le gars qui gagne plein d'argent et surtout qui passe à la télé. D'autant que, en plus, on t'a vu en début d'année et on va te revoir bientôt parce que tu vas repasser dans cette fameuse émission qu'on a vue sur M6. Rappelle-moi le nom. Qui veut être mon associé? Qui veut être mon associé, voilà. Qu'est-ce que ça fait de porter un petit peu ce... Tu sais, j'ai envie de commencer par une question un peu marrante. De porter cet apparat de... sex symbole, tu sais, c'est un peu le gendre parfait, tu vois, tout le monde rêve de rencontrer Anthony Bourbon, quoi, le gars riche, beau, jeune, le jeune, et célèbre en plus. Écoute, c'est gentil, merci beaucoup. J'adore commencer un podcast dans ces conditions. Écoute, beau gosse, je sais pas, mais le reste, c'est vrai que j'ai pas mal bossé, j'ai essayé de m'en sortir et je pense que c'est surtout ça qui parle aux gens, le côté, si lui l'a fait, je peux le faire parce qu'en réalité, j'ai pas de chance particulière, je viens pas d'une grande famille, je suis pas particulièrement intelligent, je suis dans la norme. Toi, t'es très gentil en disant que je suis beau gosse, mais je suis plutôt normal, tu vois, j'ai pas les traits d'un mannequin. Je dis parfois, mais ça, c'est les hypocrites qui veulent me faire plaisir. Et du coup, c'est surtout un message d'espoir que j'essaie de renvoyer. Et on ne l'avait pas vraiment en France, malheureusement. On avait eu Bernard Tapie à l'époque, dans l'ancienne génération, mais c'était encore les années 90 où c'était très basé sur le capitalisme, on va dire, à l'ancienne, où il fallait gagner beaucoup d'argent, l'afficher. Alors qu'aujourd'hui, les valeurs ont changé et les gens ont envie de gagner de l'argent, bien entendu, mais aussi de mettre du sens dans ce qu'ils font, avoir un impact sur l'écosystème qui les entoure. Donc ouais, c'est cool, mais ça met aussi une pression parce qu'en réalité...
Les gens se sentent souvent obligés de te donner leur avis sur toi. Ils vont faire des tweets pour dire si tu as été bon, pas bon, si t'es beau, pas beau, si le jour où tu es fatigué, que tu as des cernes, que là tu t'es trompé d'investissement, que là ce que tu as dit c'était pas bien. Dans la rue, il y a beaucoup de gens aussi qui m'arrêtent pour me donner leur avis. Et c'est parfois une pression, un stress. Quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, tu trouves que tu vois, t'as l'impression de plus capter ce genre de choses. Quoi, c'est dû au fait que tu sois relativement jeune. On a à peu près le même âge, mais tu vois, c'est dû à quoi, tu penses, ou... La visibilité, je pense, du B2C. Nous, on a commencé avec Feed, où on avait beaucoup de clients, on a levé beaucoup d'argent, on a été très présent à la télé, sur les réseaux sociaux. Et donc, les gens ont l'impression de te connaître. C'est comme les gens qui passent à la télé. T'as l'impression qu'ils font partie de la famille un petit peu. Tu les croises dans la rue, tu vas aller leur parler plus facilement. Et donc, du coup, un entrepreneur qui est dans la tech, en B2B, il n'est pas connu en fait. Son nom, on ne le connaît pas. Tu demandes qui est le fondateur de telle ou telle licorne. La plupart du temps, les gens ne peuvent pas dire le nom. Donc, il y a ce côté-là qui est pesant. Et puis après, moi, j'ai un discours très clivant et je l'assume. Et tu ne peux pas te plaindre après quand tu as semé des graines comme ça. Mais comme je suis clivant, les gens m'adorent ou me détestent. Et si tu veux être adoré, tu es obligé d'être détesté. Et donc, les gens ne sont pas dans la mesure. Et parfois, ça engendre des bad buzz, des discussions. Mais honnêtement, je pense qu'il faut prendre du retrait vis-à-vis de tout ça, rester calme. Et le plus important, c'est ce que pensent de toi les gens qui te connaissent. Vraiment, ton entourage, est-ce que tu es là pour eux, est-ce que tu es quelqu'un de bien, et parfois, il y a aussi des critiques qu'on te fait qui sont justifiées. Et j'essaie de m'améliorer à chaque fois, de devenir une meilleure version. Et il n'y a pas... Alors après, parfois, il y a des trucs complètement débiles. Tu vois, on va te dire, t'es moche, t'es con, machin. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Mais quand on te dit, ah là, t'as été un peu dur. Et c'est vrai que moi, j'avais un discours assez clivant parce que les réseaux sociaux, il faut aller vite et il faut percuter. Ouais. Et maintenant, j'essaie d'apporter de la nuance. Et c'est ça qui est cool avec les podcasts ou les portraits, on va dire, un peu plus longs. C'est que tu peux expliquer ton propos un peu plus en profondeur et pas juste rester en surface sur une stories qui dure 6 secondes. Quoi. Est-ce que ta sensibilité à la critique, elle a évolué justement? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même un marqueur des gens qui réussissent. Il y a vraiment... soit ils ont toujours eu ce truc-là de la critique les porte, les booste d'une certaine manière, ou en tout cas, ils ont une sensibilité peut-être plus faible que la normale, si tant est qu'il y ait une normale sur ce sujet, mais on va dire que la plupart des gens, moi y compris, hein, tu vois, on n'aime pas tellement être exposé à la critique. J'ai l'impression que les gens qui réussissent le mieux... Alors, pas que dans le business, hein, dans les médias, dans le spectacle, dans le sport également aussi. Il y a quand même, si c'était pas là dès le départ, une évolution de son rapport à la critique qui est quasiment nécessaire en réalité. C'est quelque chose que tu as vécu toi aussi ? Oui, d'autant plus que moi, je suis plutôt hyper sensible. C'est-à-dire que je vais ressentir les choses quand je parle avec quelqu'un, et c'est ce qui m'a aidé en business. J'arrive, sans forcément l'expliquer, à avoir des signes sur le visage. Est-ce qu'il est crispé? Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Je ressens les choses. Et donc, je suis assez susceptible, forcément. Et au début, les critiques, j'avais beaucoup de mal. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt du genre à pleurer quand on me disait quelque chose. Quand j'avais 8-9 ans, je me souviens, je jouais au Uno, au Monopoly, je pleurais quand je perdais. Tu vois, j'étais très sensible. Et au fil des années, j'ai appris à créer une sorte de carapace émotionnelle qui me permet de prendre du recul sur ce qui est dit, de manière à ne jamais être affecté de manière profonde. Tu vois, je pourrais jamais tomber en dépression, je pourrais jamais faire de burn-out, je pourrais jamais faire une crise de larmes, parce qu'au final, même si on dit quelque chose, il y a un filtre qui va se passer, ce qu'on appelle la défense par la cognition en psychiatrie. Il faut y faire attention parfois parce que tu vas tellement te blinder, et c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, parce que j'ai rencontré des gros problèmes, on en parlera peut-être plus tard, mais dans la rue et compagnie, j'avais trop créé une carapace. Et donc, je ressentais plus rien et j'étais plus dans l'empathie. Et ça m'empêchait d'être... C'était passé du côté un peu peut-être rebelle, genre rebelle de la société. Enfin, je rebelle, rejette mais tout, froid, quoi. Tu vois, robot. C'est-à-dire que il pouvait m'arriver n'importe quoi. J'avais absolument pas peur de la mort, de l'échec, de la douleur. Mais c'était trop intense. Et là, je pense, à force d'avoir travaillé dessus, mais aussi en prenant des médicaments. C'est-à-dire que j'ai carrément pris des médicaments pour me permettre d'être plus flat, tu vois, parce que j'étais un peu... À quelle époque ? Là, j'en prends toujours. Ouais. Je travaille dessus parce que, si tu veux, je suis très dépendant de l'adrénaline. Je suis adrénergique. Donc, c'est-à-dire que j'ai des cycles d'adrénaline très intenses. Et comme j'ai eu une vie un peu compliquée jeune, j'ai été drogué à l'adrénaline. Ça arrive souvent, d'ailleurs, chez les entrepreneurs qui, la plupart du temps, après avoir vendu leur business, vont faire du saut en parachute, vont prendre beaucoup de risques parce qu'ils vont rechercher cette excitation. Typiquement, là, tu vois, je lance un projet. Je suis dans le jus, je kiffe. Tu vois, j'ai que des trucs à régler, des problèmes. Est-ce que les gens ils vont aimer le projet? Oui, non. Et cette adrénaline-là, ça te nourrit. Et quand en fait, tu as une vie normale,
Mais tu t'ennuies. Moi, en vacances, je suis triste. Tu vois, je suis triste parce que j'ai plus d'adrénaline. Je suis dépressif en vacances, en fait. Mais du coup, tu me fais une bonne transition avec le sujet de l'argent, même si je vais faire plein de transitions pendant tout cet épisode. Mais adrénaline, argent, c'est un sujet, je crois que je l'ai jamais abordé dans un épisode. Mais est-ce que toi, tu as un boost d'adrénaline? Est-ce que l'argent suscite chez toi un boost d'adrénaline? Alors, ton produit, il est particulier parce que, tu vois, tu ne le vends pas directement, tu vois. Donc, c'est distribué dans des enseignes. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quel point les chiffres t'arrivent en temps réel ou s'il y a un décalage. Donc, je ne sais pas comment tu prends éventuellement ce shoot d'adrénaline si tu le prends. Mais du coup, est-ce qu'il y en a un et comment il se manifeste chez toi? Oui, l'adrénaline, c'est lié à l'argent parce que déjà, moi, je suis très méthodique. Donc, je suis mes comptes de manière vraiment très précise. Tes comptes perso? Ouais, mes comptes perso, mes comptes business. Et donc, j'ai des cockpits de tous mes investissements, de mes liquidités, de mon immobilier, de mes startups, etc. etc. Et du coup, le voir grimper ou parfois descendre, c'est évidemment une excitation incroyable, mais il ne faut pas en être dépendant. Et je pense que c'est comme tout. Le sport, c'est pareil. Hein, si tu fais trop de sport, après, ça devient dangereux, tu te blesses. Et la vie doit être dans la mesure et l'équilibre. Mais le fait de vouloir gagner toujours plus m'anime, non pas parce que je veux utiliser cet argent ou m'acheter plein de fringues ou plein de voitures. Au contraire, je vis très simplement. Mais c'est un défi personnel. C'est un défi, tu vois. C'est-à-dire que moi, mon père était contrôleur de train. Il était violent, sans intérêt. C'était un mec, tu vois, qui est cheminot. Bon, pas du tout que tous les cheminots soient des gens qui n'ont pas d'ambition, mais tu vois, il était très content de pouvoir faire grève tout le temps, pas aller travailler. Enfin, tu vois, c'était vraiment un peu le cliché du mec. T'as encore des contacts avec ton père? Non, on se parle plus du tout. Plutôt côté Mélenchon, si tu veux, que côté des bosseurs. Et on m'a biberonné. Excuse-moi, mais déjà, côté Mélenchon, plus que je ferai jamais de politique, sauf pour lui. Tu vois, sauf pour lui. Bon, heureusement qu'on fait pas un épisode politique parce que je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Tu vois, je souscris pas à la phrase d'Anthony, mais je suis très ravie qu'il ait pu avoir ce genre de sortie. Mais ouais, excuse-moi du coup. Ouais, donc en fait. Ouais, on m'a biberonné à ne pas vouloir plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et j'en parlais avec David Laroche, que tu dois connaître, qui est un coach. Que j'interviewe demain. Ah bah c'est marrant, tu vois. Et bah, il te confirmera. On a bouffé ensemble hier. Et il me disait, ton sujet en réalité, la plupart des gens pensent que tu t'opposes aux classes sociales, les pauvres, les riches. Mais ce à quoi tu t'opposes vraiment, c'est le fait de laisser les gens dans des cases, en fait. C'est la préparation mentale à rester où tu es. Typiquement, le pauvre, on lui dit qu'il doit être pauvre. Et moi, mon père me disait, mais arrête d'avoir de l'ambition, t'as honte d'être cheminot, tu veux de l'argent, tu veux devenir un pingouin. Il appelait ça les pingouins, les gens avec des costumes, tu vois, blancs et noirs. C'est n'importe quoi. Et on me préparait, dès mon plus jeune âge, à accepter ma condition initiale sans vouloir en sortir. Et donc, il faut une force de détermination, d'auto-persuasion qui est très forte pour lutter contre le monde environnant. Et c'est l'aliénation par la société. En réalité, la société te dit de devenir... Et ça marche pour tout. Là, on parle d'argent, mais ça marche pour une femme, un homme. La petite fille, on va pas lui dire la même chose qu'au petit garçon. Le garçon, il va au sport, on va lui dire « Bravo, t'as gagné, c'est important d'être le meilleur. » La fille, on va dire « C'est bien, t'as été gentil, t'as été sage, t'as essayé. » Tu vois, c'est pas les mêmes règles. Les couleurs de peau, etc. etc. Et donc, c'est ce que j'essaie de combattre et de dire quelle que soit votre origine, quels que soient vos échecs, quel que soit votre présent, quel que soit votre passé, en fait, ne doutez pas de vous, écoutez-vous, ayez la capacité de vous faire confiance et avec cette confiance, allez faire des choses exceptionnelles. Mais d'autant que moi, j'ai l'impression que le ne pas vouloir plus est vraiment très très fort dans la société. Tu vois, je me heurte encore à ça. À chaque fois, j'ai l'impression d'avancer et de me re-heurter à ne pas vouloir plus. Tu vois, je passe dans ma propre trajectoire personnelle, des paliers de développement, de finances, de chiffre d'affaires, d'investissement, etc. Et à un moment donné, je me dis, attends Delphine, là, pourquoi en faire plus, pourquoi en vouloir plus, tu vois? Et je sens le poids de cette société qui me dit, c'est pas bien, contente-toi de ce que tu as, etc. En ce moment, le discours revient en force avec un été
où les problématiques de la planète et du climat sont revenues au devant de la scène, avec cette idée que les gens qui en veulent plus et qui veulent accumuler sont vraiment des problèmes réellement pour la société. Donc, tu vois, ça m'affecte à titre personnel. Je sens vraiment ce poids de contente-toi de ce que tu as, ce que moi j'appelle la moyennitude, ou ce qu'on pourrait appeler la médiocrité, mais qui est presque... qui est une culture nationale. Enfin, vraiment, c'est plus qu'un mindset personnel. C'est vraiment ancré dans la culture du... Ouais, c'est ça. Et puis, à tous les moments, ça va arriver. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent constamment, mais arrête de travailler, viens avec nous prendre des verres. On veut te tirer vers le bas ou à minima te maintenir au même niveau que les autres, parce qu'en réalité, tu les rassures en faisant comme eux. Quand ils te voient travailler, quand ils te voient dépasser tes objectifs, quand ils te voient gagner de l'argent, quand ils te voient être heureuse et réussir ce qui te plaît, ça les renvoie à leurs propres échecs, à leur propre normalité. Et tu vois, quelqu'un l'autre jour me disait, t'as une vie vraiment folle, elle n'est pas du tout normale. Et ça m'a fait très plaisir parce qu'en réalité, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ouais. Moi, j'ai fui la normalité. Genre, j'avais une angoisse terrible quand j'étais au collège et que j'étais comme mes camarades et que je faisais les mêmes choses, les mêmes cours. C'était vraiment terrible. Je me disais, mais personne ne tient compte de ce que j'aime. Mais les matières, je peux même pas les choisir. C'est la conseillère d'orientation qui m'a dit, il faut aller dans telle voie. Je me suis retrouvé en bac scientifique parce que j'avais des bonnes notes alors que je détestais les maths et la physique. Et la vie, en fait, va être programmée par les autres. C'est la matrice, quoi. Et c'est pour ça que j'adore Matrix, parce que il y a vraiment, à mon avis, allez, je vais pas dire deux chiffres parce que ça n'a pas de sens, mais 70-80% des gens qui vivent une vie qui ne leur correspond pas. Et quand ils seront sur leur lit de mort, c'est souvent une question que je me pose. S'ils arrivent à être honnêtes, j'imagine que ça va être très compliqué pour eux de se regarder dans le miroir et dire, est-ce que j'ai vécu la vie que j'aurais voulu? Est-ce que j'ai des remords? Et ça, pour moi, c'est horrible. Donc j'essaie, toujours. Souvent, j'échoue. Mais au moins, j'ai essayé, je suis heureux. Et encore une fois, quand tu n'es pas dépendant de l'argent, mais que tu l'aimes, bah, c'est la solution parfaite. Parce qu'au final, même si tu perds tout, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vas te relever, tu vas te redresser. Et puis, si tu y arrives, bah, évidemment, tu es content. Les gens qui me disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est que soit ils en ont jamais eu, soit qu'ils en ont toujours eu et qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça leur a apporté. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de riches autour de moi, des très riches, en centaines de millions, voire en milliards. Et parfois, ils ont ce débat un peu bourgeois, tu vois, du 6e, 7e arrondissement, en mode tu sais, Anthony, c'est pas facile tous les jours pour nous. Mais en fait, l'argent ne fait pas le bonheur des riches, mais il fait celui des pauvres. Moi, j'ai connu la crise quand j'étais jeune et que j'étais à la rue, de ne pas savoir comment je mangeais à la fin du mois. Et cette sensation de devoir te rationner, quand tu l'as pas connu, tu peux pas comprendre ce que c'est. Et ça te suit toute ta vie. J'ai une angoisse terrible sur est-ce que je vais redevenir pauvre? C'est vraiment ma plus grande peur, tu vois, j'ai peur de rien. Encore aujourd'hui? Mais oui, toujours, parce que... Et pourtant, ça t'empêche pas de prendre des risques. C'est ça qui est... Non, c'est ça qui est fou. C'est que, en fait, je pense que le seul risque, c'est de ne pas prendre de risque. Parce que le seul risque, c'est que tu vas mourir. Tu vois, et ça, c'est sûr, tu vas mourir dans tous les cas. Mais ne pas oser prendre de risques, c'est ce qui t'amène au surplace, à stagner, à pas aller de l'avant. Et j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des compétences exceptionnelles, bien plus intelligents que moi, bien plus beaux que moi, bien plus cultivés que moi, mais qui, du coup, réfléchissaient tellement et analysaient tellement les possibilités d'échec, leurs peurs, leurs trucs, mais qu'ils n'y allaient pas. Alors que moi, j'ai une idée, je fonce. Tu vois. Et ça, c'est super important. Il faut dire aux gens, n'attendez pas d'être le meilleur, n'attendez pas de tout savoir, n'attendez pas d'être sûr. Il y en a beaucoup trop qui font des produits et qui attendent qu'ils soient parfaits. Mais je dis souvent que si tu n'as pas honte de ton produit au moment où tu le lances, c'est que tu as trop attendu. C'est pareil pour les podcasts. Il y en a plein qui vont nous dire oui, alors moi, j'ai pas encore le bon matériel. Mais prends ton téléphone, fais des premiers. Regarde, Gary Vee, la qualité audio de ses podcasts, ce truc est horrible. C'est-à-dire que tu entends à peine ce qu'il dit. Mais il en fait tellement qu'à un moment, tu vois, ça génère. Et évidemment que tu vas t'améliorer, évidemment que tu vas acheter du matos, évidemment que tu vas avoir des invités de plus en plus quali. Mais au début, il faut te lancer. Du coup, je voulais que les auditeurs, peut-être, qui connaissent pas ton histoire, tu vois, qu'on puisse un peu parler de cette... Alors moi, je la connais pas non plus de manière extensive, hein, c'est juste que j'ai préparé notre entretien. Du coup, à 16 ans, conflit familial. Père violent, mère dépressive, donc mère victime, on va dire, de la violence verbale, physique. Moi aussi, tu vois, dans une moindre mesure. Père très lâche, c'est souvent le cas. Je pense qu'il est, comme moi, tu vois, hypersensible, mais que lui, il était capable de maîtriser cette sensibilité. Et donc, c'est marrant parce que depuis, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup intéressé au sujet.
Et ce que j'observe, c'est que la plupart du temps, ce qu'ils appellent les surdoués ou les gens qui ont cette sensibilité, le quotient émotionnel plus que le QI, vont se gâcher parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser cet afflux d'informations. La gestion émotionnelle, trop. Ouais, la gestion, il y a trop de trucs, ça bouillonne. Et en fait, lui n'a pas réussi et c'est devenu son propre bourreau. Et j'ai ce poids d'héritage en moi. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement nerveux, je peux démarrer très vite. C'est aussi pour ça que je prends des médicaments pour m'apprendre à me calmer et tout. Et le seul qui peut me détruire, c'est moi. C'est-à-dire que... T'es dur avec toi-même ? Ouais, je suis extrêmement dur. J'en étais sûre. Ouais, je suis très, très dur. Et c'est ce qui me permet aussi d'être dur avec les autres, en tout cas, mais très proche, parce que je pense que l'humain doit faire au maximum de ses capacités. La vie mérite d'être vécue, c'est presque un manque de respect, je trouve, pour ceux qui n'ont pas notre chance, ceux qui sont nés dans des régions où à 3 ans ils marchaient sur des mines, ou qui ne pouvaient pas manger, qu'ils avaient des maladies sans médicaments, ou des enfants, l'autre jour j'étais en soins palliatifs chez les moins de 8 ans, ça calme, hein, quand tu vois les enfants, ils savent qu'ils vont mourir dans 3 semaines, et toi t'arrives, t'as des problèmes, machin, et tu te plains, et puis lui il te dit, bon, moi apparemment je n'ai pour 3 semaines, mais t'inquiète, ça va aller. Tu te dis, en fait, vis-à-vis de ces gens-là, je dois être à fond. Et encore une fois, là, on parle d'argent, mais ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans le voyage, ça peut être la culture, tu peux aimer le sport, l'artistique. Mais juste, amuse-toi, quoi. Tu vois, prends ta vie en main, éclate-toi, sois pas esclave de la société. Et donc, à un moment, si tu veux faire de grandes choses et faire partie des meilleurs, bah, tu dois être dur avec toi-même. Tu peux pas être, tu vois, dans la tendresse. Oh, bon, c'est pas grave, on réussira. Moi, je m'en veux quand parfois je fais de la merde. Alors, c'est toujours constructif. C'est-à-dire que, tu vois, je vais pas me flageller, pleurer, crier. Mais je me prends des notes. Même quand une relation amoureuse va pas fonctionner, quand avec un ami, je prends des notes, j'essaie d'étudier pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, ça, j'aurais dû le faire mieux, etc., etc. Et c'est comme ça, tu vois, avec des KPIs précis que tu arrives à essayer, encore une fois, de devenir une meilleure version de toi-même. Il y a des clients ou des auditeurs, tu vois, souvent qui m'écrivent et qui me disent, mais comment tu fais pour pas avoir peur, tu vois, de faire tel type d'investissement, etc. Et je leur dis, mais j'ai peur. En fait, c'est ça que vous n'avez pas compris. Et en fait, c'est exactement la question que je voulais te poser tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu as ce truc aussi, c'est que tu n'attends pas de pas avoir peur pour pouvoir agir. Et ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup à titre collectif, c'est de penser que j'ai peur, j'attends que ça passe. Et en général, ça ne passe jamais, parce que c'est pas comme ça que ça marche, la peur. Et qu'il faut trouver le moyen d'avancer malgré la peur, ce qu'on appelle le courage. Tu vois, t'as cette façon de fonctionner. Moi, je sais que quand j'identifie que j'ai peur, je sais, ok, bah, il est hors de question que tu t'empêches de faire le truc parce que t'as peur, donc vas-y, tu vois, je me fais un peu violence dans ce sens-là. Comment tu raisonnes, toi? Comment tu fonctionnes quand t'as peur? Tu t'arrêtes, tu te poses, il y a un temps de latence, t'y vas, tu fonces, tu réfléchis pas. T'as quel rapport avec la peur? Déjà, j'aime la peur et j'aime l'échec. Et ça, c'est très important parce qu'il faut réussir à aimer ce qui est difficile. Typiquement, les sportifs, les grands champions, ils vont aimer la douleur pendant l'entraînement et c'est ce qui fait toute la différence avec celui qui n'a pas envie d'avoir mal. Tu es obligé de souffrir pour réussir. Et donc, j'ai appris à aimer la peur, j'ai appris à aimer l'échec, à aimer la souffrance. Et donc, au moment où certains vont avoir envie d'abandonner, moi, je vais prendre du plaisir. C'est Mohamed Ali qui disait je compte pas les abdos quand je fais des abdominaux, je commence à les compter quand j'ai très mal. Et tu vois, c'est cette mentalité-là. Donc, j'ai essayé de développer ça. Et en fait, j'ai lu des livres dessus super intéressants qui t'expliquent que la peur et le stress, on va dire que c'est à peu près la même chose. Tu as une zone où c'est bénéfique pour ton cerveau. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir peur. Même Mike Tyson disait qu'il avait peur avant de rentrer sur le ring. Mais la peur va te donner l'adrénaline nécessaire pour être encore meilleur et surperformé. Et puis après, tu as un palier où la peur et le stress deviennent néfastes. Et donc, ce qu'il faut réussir, c'est à maintenir dans cette zone, et ça se travaille, ça s'apprend, le stress et la peur, pour que ce soit positif. Et à partir du moment où tu sens que ça t'envahit et que tes décisions elles vont plus être rationnelles, mais elles vont être basées sur l'émotion, là, je pense que tu peux faire un travail de respiration. C'est hyper important, tu vois, apprendre à respirer. Et avant de prendre chaque grande décision, quand je sens que c'est chaud, je me dis, fais 3 grandes inspirations et après, tu décides. Tu vois, quand j'ai envie de sauter sur un truc, parfois, tu vois des tweets ou des Insta, des gens qui vont te critiquer, tu as envie de répondre tout de suite et de les défoncer. Tu te poses, tu respires 3 grands coups et tu te dis, bon, en réalité, qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il est inconnu au bataillon, il a rien fait de sa vie, il est en train de perdre du temps pour te tacler. Tu réponds encore non, aux haters, entre guillemets, parfois, j'aime bien. En fait, j'aime bien et je pense que c'est important de rester au contact de ce qui se dit sur toi sans être obsédé parce que sinon, c'est une perte de temps. Mais tu vois, quand on a lancé Feed,
il y avait beaucoup de forums de smart food ou d'adeptes de ces produits. Ouais. Et c'était important de voir les retours en direct parce qu'effectivement, plus tu vas réussir, moins tu vas être connecté au réel. Et donc, en fait, rester proche de ton client, rester proche de ton auditoire, c'est super important. Et j'ai une équipe, évidemment, qui traite tous les messages parce que c'est impossible de répondre à tout le monde aujourd'hui. Mais je vais lire de temps en temps ce qui se passe. Tu vois, quand j'ai un peu de temps, que je suis dans un taxi. Mais là, quoi, ça a du sens. Tu vois, tu es en train de parler de retour de ta cible sur ton produit. Donc, là, on est vraiment dans la démarche entrepreneuriale. Mais tu es médiatique maintenant, tu passes à la télé, tu vois. Est-ce que j'imagine qu'il y a des déferlantes de tweets à chaque passage fou, à la télé entre le « Ah, il est trop beau » et le « Mon Dieu, mais quel tocard !» C'est toujours l'un ou l'autre. Mais ça, non, ça, tu réponds pas. Ça, tu t'en fous et je vais même plus loin. Et on l'avait fait l'année dernière pour Qui veut être mon associé. On mettait les meilleurs tweets, les meilleurs pics, les meilleures blagues. Parce qu'il faut aussi rire de toi, tu vois. Faut pas du tout. Le problème, c'est qu'à un moment, tu as beaucoup d'ego, tu vois. Et je le vois, moi, surtout à la télé, c'est assez impressionnant, tu vois. Les acteurs, les gens connus, ils ont un ego, c'est exceptionnel, tu vois. C'est trop. Et alors qu'au final, faut rester super humble. Moi, tu vois, typiquement, j'essaie le moins possible d'utiliser la notoriété. Je suis pas du tout fier qu'on me reconnaisse. Au contraire, je sors pas de chez moi, je fais que travailler, je fais pas de soirée. Et tous mes potes me disent « Ah, mais viens, ça va être... » Ça fait pas rêver. Ouais, et non, et au final, plus je réussis, plus je travaille et moins plus je suis simple, en fait. Et vraiment, c'est quelque chose... J'ai eu ce biais quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, à vouloir trop le montrer. Tu vois, donc j'ai fait, pas un gros niveau, loin de la plupart des gars qu'on voit sur Instagram. T'as acheté une bagnole. Ouais, voilà, non, mais j'ai acheté une voiture, une montre, des fringues de luxe. Et en fait, très vite, j'ai réalisé que ça servait à rien parce que ça impressionnait pas les gens qui étaient très riches. Et au final, ceux qui avaient moins d'argent que toi, ça servait à rien de les impressionner. Donc tout ça, j'ai arrêté, mais c'est cool d'avoir fait ces erreurs très jeunes parce que je les fais pas aujourd'hui. À quel âge, du coup? À 20 ans, j'avais commencé à gagner pas mal d'argent en parallèle de la fac. Et tu vois, Tu faisais quoi à l'époque? Putain, j'ai fait tous les business possibles. Quand donc à 16 ans, je suis à la rue, 16-17 ans, donc je commence tout en bas de l'échelle. Je réparais les calculettes de mes potes parce qu'on était en bac scientifique, des TI 89+, pour ceux qui ont fait maths et compagnie. Et je mettais des programmes de triche dessus pour calculer les fonctions, les algos, et je les vendais à mes potes. Et donc du coup, ils arrivaient à avoir des bonnes notes en contrôle. Après, je faisais pareil avec les scooters, je retapais les scooters de mes potes. Quand j'avais un peu d'argent, j'achetais des scooters que je revendais. Ouais. Après, j'ai fait pareil avec les voitures. J'importais des voitures d'Allemagne, etc. Et je les revendais en France à des gens qui n'avaient pas le temps de faire ça. Et en fait, les gens me disent souvent, comment tu fais pour gagner de l'argent? Si j'avais pas toutes ces boîtes, je vendrais des voitures tout de suite. C'est-à-dire que tu vois, des voitures, tu cherches sur le bon coin, tu te dis, moi, je vais faire une Audi A6, 2 litres 7 TDI, break. Et tu fais que cette voiture. Et tu te dis, moi, je les achète entre 2017 et 2020, avec entre 60 et 80 000 km. Ça veut dire que tu connais l'Argus par cœur et tu vas les chercher dans toute la France. Tu les négocies à fond. Tu peux en avoir une qui vaut 18 000 €. Tu vas essayer de la négocier à 16 000. Tu vas la chercher à 16 000 et tu la revends un peu plus cher que le marché, donc à 19 000 à Bordeaux 2 jours après. Juste, en fait, tu as fait ce que les autres ne veulent pas faire, c'est-à-dire prendre le train, galérer à revenir. Mais la vie, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est faire toujours resté dans la légalité sur le business au début? Ouais, t'es toujours un peu borderline pour réussir. Ouais. C'est-à-dire que... Encore aujourd'hui, tu penses? Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, tu as les startups et du coup, en ayant de bonnes idées, tu peux être financé. Mais le plus dur, et là-dessus, j'ai aucun doute, c'est le premier million à faire. C'est-à-dire que quand tu as fait ton premier million, ça déroule parce que tu sais comment faire l'oseille, tu commences à avoir des contacts, les banques t'écoutent, t'es plus dépendant des uns des autres. Mais partir de zéro, moi c'était mon cas, c'est vraiment, j'avais même pas 500 balles. Hein. Partir de zéro pour monter, t'es obligé de prendre beaucoup de risques. Et du coup, quand tu perds toute ta somme. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je réussissais à avoir 50 000 balles, je les investissais. Et boum, sur une voiture, le moteur pétait, je reperdais tout l'argent. Ou alors j'achetais une montre, mais elle n'était pas, elle avait un problème. Ou et ça, tu faisais ça en parallèle de tes études? Et je faisais ça en parallèle parce que j'avais pas le choix. En fait, je me souviens, j'avais un logement au Crous. Donc c'est les aides sociales, quoi, en gros, pour les étudiants, et mon RSA. Et c'est incroyable parce que j'avais une carte électron, parce que je m'étais retrouvé interdit bancaire, évidemment, avec tous mes plans, toutes mes magouilles, mes trucs. Les banques, à un moment, m'avaient coupé la totalité des accès, donc je pouvais plus avoir de compte en banque classique. J'avais pas le droit au découvert, j'avais pas le droit au chéquier, je pouvais pas passer les péages parce que ma carte électron, on les prenait pas. Enfin, tu vois, c'était vraiment la galère. Et j'attendais le 25-26, au moment où je recevais les APL, et la CAF.
mais avec une impatience incroyable. Je campais devant la Poste, parce qu'il n'y a que la Poste qui m'avait autorisé un compte nickel et la Poste, je me souviens. Et je retirais mes 500 balles, et avec ces 500 balles, je me disais, allez, il faut que tu payes ton loyer, ta bouffe, tes trucs. Et donc, j'étais obligé de faire du business à côté. Et donc, tu pars de chez toi, t'es mis à la porte de chez toi à 16 ans. Moi, il y a un truc que je trouve dingue et je veux que tu me dises, c'est que t'as pas arrêté tes études. En fait, en réalité, qu'en préparant cette interview et tout, dans ma tête direct, je me suis dit, ok, donc il a été viré de chez lui, il a galéré, il a fait des petits boulots, et il s'en est sorti. Pas du tout. T'as un master 2, enfin, tu vois, t'as fait des études en droit. Je me dis, ok, c'est quoi cette force? Tu vois, il y a un truc quand même. Déjà, donc 16 ans, t'es au lycée. Tu restes au lycée, tu vas au bout. En fait, ça n'interrompt pas ton cursus scolaire. Je fais des cours, comment t'appelles ça, par le CNED et compagnie, Ouais. tu vois, parce que j'ai plus le temps d'aller à l'école vu que je travaille, donc je fais des cours en correspondance. Mais je sais qu'il faut pas que j'arrête les études parce que j'observe, j'ai toujours eu cette chance de me faire accepter dans tous les mondes. C'est-à-dire que j'étais avec des très pauvres dans des banlieues, des familles d'origine étrangère, etc. Et j'étais dans des familles de 8-9 enfants et j'étais accepté, comme je pouvais être accepté chez les très riches. Et j'observais les codes et je regardais comment ils faisaient et je voyais que chez les riches, c'était important de dire que tu avais lu tel livre, de faire semblant que tu connaissais tel sujet. Ils avaient En fait, la culture, c'est un peu comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Et les riches, c'est ce qu'ils font, tu vois, parce qu'ils adorent dire j'ai lu Nietzsche, humain, trop humain, c'était incroyable. Non, ça m'a bouleversé. Tu vois, et donc, moi, je faisais ça aussi. J'ai adoré lire Machiavel, etc. Et les études me servaient à accumuler cette connaissance, à faire illusion, en réalité. À appartenir. Et tu vois, c'est con, mais quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe, bah, ça va direct le catégoriser, malheureusement, dans quelqu'un qui a fait des bonnes écoles, qui a été HEC ou Polytechnique, tu lui écris un mail avec 15 fautes, ça va le stresser, il va pas te parler. Parce qu'il se dit, bah oui, on n'est pas du même monde. Et donc, j'ai essayé de continuer mes études. J'ai observé à quel point c'était vraiment mal organisé. La fac de droit, je pense que c'est ce qui se fait de pire. On m'a appris par cœur des tonnes de pages inutiles sur le droit romain, mais des trucs mais qui n'avaient aucun sens, qui nous servaient à rien, juste du par cœur. On ne demandait aucune réflexion, surtout pas notre avis, évidemment. Il fallait réciter les arrêts du GAJA, des grands arrêts de la jurisprudence administrative avec des dates, des jours, enfin des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et j'ai observé autour de moi la création d'une classe sociale qui est censée être élevée, donc ça va être tous les juges, les avocats, les juristes, mais qui vont suivre un peu les dictates de ce qu'on leur impose. Alors après, évidemment, il y a des exceptions, comme toujours, mais je trouve dommage qu'on ne pousse pas plus les jeunes à être épanouis, à trouver leur passion. Moi, tu vois, personne ne m'a jamais demandé qu'est-ce que tu aimes faire le week-end. Si tu avais le choix, tu irais vivre où, tu ferais quel métier? Non, on m'a juste dit, bon, vu que tu as telle et telle note, tu as 16 sur 20 en maths, etc., bon, on va te mettre en bac scientifique. Alors que moi, je haïssais. Et j'étais entouré d'ingénieurs qui n'étaient pas du tout dans le même mode de fonctionnement que moi, beaucoup moins intuitifs. Ils étaient dans la réflexion très chiffrée de tout. Je me souviens, on prenait des cafés, ou pas du café parce que j'ai jamais bu de café, mais peu importe. Ils calculaient le temps que le sucre allait mettre à fondre en fonction de la rotation de la cuillère dans le truc. Moi, je l'ai regardé, je dis, mec, on s'en fout, bois ton café, ne nous prends pas la tête, tu vois. et donc, essayez de vous comprendre, même si vous avez 30, 40, 50, 60 ans, il n'est jamais trop tard, en fait, pour découvrir ses passions. Et aujourd'hui, tu as quel regard sur tes études? C'est-à-dire, ça t'a été hyper utile, tu le refais pas Non, je pense que je le referai pas. Je lirai beaucoup, j'apprendrai sur le tas. Je ferai des faux diplômes parce qu'au final, personne vérifie. Honnêtement, tu fais des super conseils d'Anthony. Non, mais vraiment, le trucage de calculatrice. Plus personne ne vérifie. Tu mets ce que tu veux sur LinkedIn aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Fake it until you make it. Voilà, vraiment, faut pas avoir peur de sortir un peu de la ligne. Tu vas te faire gauler 1 ou 2 fois, mais bon, je dis pas aux jeunes de faire n'importe quoi, mais parfois il faut aussi se concentrer sur le plus important et assumer toujours. C'est-à-dire que si tu fais des erreurs ou que tu fais des choses un peu border, bah faudra assumer quand il t'arrivera quelque chose, quoi. Tu sais, je crois que c'est un discours qu'on tient plus facilement aux garçons, aux petits garçons qu'aux filles. Tu vois, le truc de « Oh, c'est bon, il a fait une bêtise. Qui ne fait pas de bêtises ?» Tu vois, ce truc de
pas vu, pas pris. Il y a comme cette indulgence sociétale vrai. qui est plus forte chez les petits garçons, alors que nous, on doit être irréprochable. Les femmes, c'est marrant, mais les femmes, j'avais appris ça en fac de droit, justement, au cours des assurances, que les femmes avaient beaucoup moins d'accidents que les hommes et donc payaient moins cher leur assurance auto. Mais ça montre bien qu'elles sont beaucoup plus dans le contrôle, sérieuses. Ça veut pas dire qu'on conduit mieux. En tout cas, vous avez moins d'accidents. Je ne sais pas comment on peut le conclure, mais ça montre qu'effectivement, on n'attend pas les mêmes choses d'un garçon, d'une fille. Et ça, c'est depuis le plus jeune âge. Donc, Et la transgression, tu vois, le rapport à la transgression, je crois qu'il n'est pas le même. Ah bah oui, même dans les prisons, tu calcules, il y a 5%, je crois, des infractions qui sont commises par des femmes. Hein. 95% des prisons françaises sont remplies d'hommes. Donc ça te plante un peu le décor, quoi. Mais tu vois, le fake it until you make it, il y a vraiment ce truc de... moi qui suis passée par les startups, etc., j'ai vraiment ce rapport... au fait de mentir ou de gruger un peu ou de tricher, tu vois, on se dit, bon, de toute façon, c'est pas grave, tu vois, sur le long terme, qui s'en rappellera, et puis ça n'a pas d'incidence. Je vois bien ce que ça provoque à l'intérieur de moi, et je vois bien, et tout de suite, ça me ramène à tout l'historique de ma vie, et je me dis, ok, je pense qu'il y a vraiment une différence. Je pense qu'on dit pas la même chose aux garçons et aux filles à un plus jeune âge, c'est pas la même permission, c'est pas le même... Et c'est malheureux, parce que malheureusement, il y a très peu d'entrepreneurs, femmes, et c'est terrible parce que quand je parle avec elles, il y en a quand même qui ont réussi, évidemment, Carole Juge de June, Justine Hutto de Respire, bref, il y en a des entrepreneurs femmes, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et elles n'osent pas survendre comme vont le faire des mecs. La plupart des startups françaises, il y a beaucoup de vent. Et nous, les premiers, dans les premières interviews, on exagérait ce qu'on faisait. Et 6 mois après, on faisait ce qu'on avait dit il y a 6 mois. Mais c'est pas grave. Tu vois, c'est le jeu. Et à partir du moment où, tu vois, c'est pas de l'escroquerie ou que c'est pas pénal, bon, bah, il faut savoir se survendre. Les Américains le font très bien. Ils arrivent à un job. T'as l'impression qu'il faut les recruter tout de suite parce qu'ils vont te dire on est les meilleurs vendeurs. Et c'est le problème du français, je pense. Et en startup, on dit souvent que les Américains sont capables de lever des fonds et de vendre un produit qui n'existe pas encore. Alors que les Français, on a un super produit, on va le présenter à des VC et il vous dit vous en avez vendu combien? Ah ben aucun, j'attends que le produit soit parfait. Tu vois, donc en fait, on a vraiment la double vision. Les Américains ont déjà vendu le produit, ils n'ont pas commencé à le travailler, alors que nous, on a fini le produit, mais on n'a pas commencé à le vendre. Et du coup, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Ouais, mais il y a ce rapport à la perfection. J'attends, je dois être fière de moi jusqu'au bout de mes ongles. Tu vois, mon produit doit être nickel. Parce que sinon, je risque une critique. Tu vois, on revient aussi au sujet de oh mon Dieu, il faudrait quand même pas que quelqu'un puisse émettre la moindre objection ou la moindre critique, comme si ça allait effectivement définir la réussite ou non de ce qu'on est en train d'entreprendre et ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'il y a vraiment cette idée de voilà, si quelqu'un me critique, c'est ma mort, c'est la fin, etc. C'est clair. Et alors que tu t'en fous en fait. Moi, j'apprends ça, tu vois, mais moi, ça me fascine les gens pour qui cette distance avec la critique, elle a été construite très jeune dans son enfance. Ouais. Et tu vois, c'est une autre question que j'avais à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as du recul, évidemment, tu as fait une trajectoire extraordinaire, mais est-ce que ce qui t'est arrivé d'un peu tragique, cette cassure familiale, te retrouver, alors non pas à la rue, c'est-à-dire en dormant par terre, mais en dormant à droite à gauche où tu pouvais, comme tu te débrouillais. Comment tu le vois aujourd'hui? J'imagine qu'aujourd'hui, c'est une des chances de ta vie en réalité. Ouais, c'est une chance. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que si vous vivez des choses très compliquées aujourd'hui, plus tard, ce sera positif. Et donc, c'est une manière, comme d'habitude, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, s'il arrive à survivre à ça, il va être beaucoup plus fort. Et c'est pas un cliché. Moi, aujourd'hui, j'aurais jamais pu faire ce que je fais si j'avais pas vécu des drames qui m'ont renforcé, qui m'ont obligé, en réalité, à aller chercher en moi une énergie pour pas baisser les bras, à rester résilient. Et quelque part, j'avais pas le choix. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, si je voulais pas mourir, fallait que j'y arrive. Et c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'avant 25 ans, t'as pas le droit au RSA. J'étais rattaché au domicile fiscal de mes parents, même si j'étais plus chez eux, j'avais droit à aucune aide. J'ai dû porter plainte et aller voir un juge pour pouvoir sortir et être émancipé de mon... Enfin, c'était fou, quoi, tu vois. Et j'ai vécu des scènes incroyables au tribunal où mes parents arrivaient avec un dossier pour expliquer pourquoi j'avais été un mauvais enfant et pourquoi ils ne devaient pas donner de pension. Et je crois que ma mère ou mon père devaient me donner 130 € par mois, tu vois, et 130 balles par mois pour vivre. Hein. Et donc, j'ai trouvé ça exceptionnel. Mais j'ai cette chance, et aussi, ça s'est travaillé, mais
de toujours être très optimiste. Et j'invite les gens qui nous écoutent à faire la même chose, à surtout voir le bon côté des choses. Parce qu'en fait, si t'es négatif dans la vie, tu vas rien pouvoir faire de sympa, tu vas toujours voir le côté sombre, toujours voir le verre à moitié vide. Alors que si tu es positif, optimiste, presque de manière maladive dans mon cas, mais ça va te permettre de projeter, de regarder loin et de te dire ne baisse pas les bras, la lumière est là-bas, tout au fond. Et quand j'étais jeune, que j'avais rien, et que je me souviens, je mangeais vraiment des pâtes tous les jours, je me disais un jour tu verras, tu auras une Ferrari, un jour tu auras des belles montres, tu auras un beau costume, tu auras une grande maison, les gens écouteront ce que tu as à dire. Et ça te permet, tu vois, Ça, t'arrivais à te dire ça? Ouais, je mettais de la musique, mais j'étais très bizarre. Hein, t'étais tout seul dans ton truc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la plupart des gens te disent il y a un livre, il y a une lecture, il y a un truc, il y a une interview, il y a un mec que j'ai vu dans un magazine. Il m'a donné ce truc, tu vois. Il t'a fait passer un next level de mindset, tu vois. Mais toi, tu te l'es dit tout seul ou il y a eu des choses, des rencontres ou des étapes déterminantes un peu qui se sont dit non, il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche. Non, j'ai jamais eu de mentor, jamais été fan de quoi que ce soit, jamais eu de poster, tu vois, de foot, de chanteur, de businessman. J'ai toujours ressenti qu'il fallait que je le fasse à fond. Je sentais que j'avais une sorte de puissance à l'intérieur de moi qui me permettrait de faire de belles choses. Je doutais beaucoup de moi, hein, c'est-à-dire que les gens disent ah là là, il a très confiance en lui, mais en fait pas du tout. Je doute énormément, mais par contre, je sais que j'ai de l'énergie. Et donc, je suis dans une contradiction, un peu comme pour plein de sujets. En même temps, je suis très mature et très immature. Je vais avoir très confiance en moi. Je peux passer devant 5000 personnes, faire une conférence et avoir le cœur, tu vois, qui ne bouge pas d'un iota. Je vais être très détendu. Mais en même temps, le soir, je vais rentrer chez moi et tu vas faire un date, t'es en PLS. Ouais, ou certains trucs, tu vois. Par exemple, Dieu. découvrir. Qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt? Non, mais c'est ça, j'ai des trucs bizarres, tu vois. Je vais dans une nouvelle salle de sport, j'ai pas pris mes marques, je suis stressé, tu vois. Je suis là, attends, mais les gens, ils vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais mal la machine? Et c'est ça qui est drôle, c'est que tu dois être rempli un peu de plein de trucs bizarres. Cette étape où tu vides pas grand-chose, il me semblait que tu pars de chez tes parents, t'as 500 balles, etc. Ça a créé quoi comme ancrage sur ta relation à l'argent? Est-ce que ça a cassé des choses? Est-ce que ça a construit des choses? Est-ce qu'il y a des choses dont on a encore les traces aujourd'hui? J'ai tout de suite vu que l'argent était primordial dans la société. On te dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. Donc très vite, j'ai compris qu'en fait, même si j'étais sympa, tu vois, 17, 18 ans, j'étais hyper gentil. Hein, je veux dire, j'étais premier de la classe partout, j'étais premier en sport, j'étais vraiment l'enfant un peu modèle. Mais malgré tout, les gens n'allaient pas me donner des courses gratuitement, ils n'allaient pas me trouver un loyer moins cher parce que j'étais sympa. J'étais seul. Et ça, c'est un truc très lourd, la solitude, tu vois. J'ai été très seul pendant longtemps. Et c'est quand j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélanie, qui travaille toujours avec moi, que la solitude s'est brisée, tu vois. Et pour la première fois, j'ai quelqu'un qui m'a renvoyé un regard bienveillant et qui m'a dit « Je crois en toi et je pense que tu peux faire de belles choses ». Et ça a changé complètement mon paradigme, ça a fait évoluer et elle m'a vraiment sauvé parce que j'étais encore trop dans la haine. Tu vois, j'avais tellement été seul, tellement souffert que j'étais dans la haine de la société et j'avais une énergie qui n'était pas mise dans le bon sens, à bon escient, et j'étais dirigé par cette haine. Et je pense que j'ai réussi à emmagasiner la haine, elle est toujours là, mais dans mon ventre, je sens une boule, tu vois, de feu, un peu comme Naruto, pour ceux qui connaissent, qui a le démon à 9 queues au fond de lui, et qui peut le faire sortir sur demande parce qu'il le maîtrise. Maintenant, c'est un peu la même chose. Quand j'ai besoin de cette énergie sur un moment qui est déterminant, je vais réussir à l'activer, mais c'est plus cette puissance qui s'active quand elle le désire. Ariane, si tu veux y aller. Donc ouais, non, rapport à l'argent, tout de suite su que ça allait être important et j'aimais l'argent, tu vois, j'aime ça. J'aime cette liberté, j'aime ce que ça te procure chez les gens. Tu vois, les gens, quand ils savent que tu as de l'argent, ils te parlent pas de la même manière. Et ils te regardent pas de la même manière. Quand tu veux louer un appartement, quand tu vas ouvrir un compte en banque, même la police, quand elle t'arrête et qu'elle te voit dans une Ferrari ou une Porsche, elle te parle pas de la même manière. Et t'aimes ça? Au début, j'aimais beaucoup ça parce que c'était une vengeance. Et maintenant, plus ça me fait de la peine, en fait. Parce que celui qui est riche apprécie d'être un peu
idolâtrer, c'est exagéré, mais tu vois... Une sorte de piédestal. Ouais. T'es en haut de la pyramide sociale. C'est ça, les gens, en fait, tu vois, quand je vais faire un truc, je vais être dans la plus belle chambre. Et donc, les gens se disent, waouh, c'est qui ce jeune? Il a 30 piges et c'est lui qui a la plus belle voiture, qui a la plus belle montre, qui a la plus beau truc. Et donc, les gens, de suite, se posent des questions, ils te respectent. Mais quelque part, ça m'énerve parce qu'en fait, je pense à celui que j'étais avant et je me dis, c'est ces mêmes personnes qui me crachaient dessus à l'époque et sans me le dire, je voyais leur mimique, leur visage. Par exemple, tu vois, j'avais des copines. J'ai toujours eu la chance, moi, d'être aidé par les femmes ou mes copines. Les femmes m'ont souvent sauvé. C'est pour ça, tu vois, je fais une collection d'art, mais que autour du thème de la femme. J'adore, j'ai un énorme respect, tu vois, pour les femmes. Je les trouve beaucoup plus fortes que les hommes, d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça qu'avec le Club Blast, dont on parlera tout à l'heure, tu vois, j'ai mis les femmes en avant de manière à ce qu'elles puissent investir avec nous, etc. Bref. Et c'est cette Mélanie, quand je la rencontre, pour revenir là-dessus, qui me soutient, qui me pousse vers le haut. Et elle le fait toujours, c'est-à-dire que c'est incroyable. Elle est dans une abnégation totale. Et sa mission de vie, elle dit, je sais que tu vas faire des trucs de ouf, que là, c'est le tout début. Là, par exemple, j'étais avec elle ce matin, elle m'a dit, c'est pas top encore ce que tu fais. Tu dois faire beaucoup plus. Ton potentiel, il est au minimum. Et donc, tu vois, ça me force. J'ai pas du tout l'impression d'avoir réussi. J'ai honte même de ce que je fais là. C'est-à-dire que pas du tout que je m'estime au-dessus des autres, mais je devrais avoir réussi beaucoup plus que ce que j'ai fait. Et j'ai pas encore réussi à venger. Tu vois, je veux être une vengeance générationnelle. C'est-à-dire que je veux venger l'intégralité des gens qui ont souffert, qui ont manqué d'argent. Je veux que ce soit une vague déferlante, tu vois, sur la société, de manière à ce qu'on remette la méritocratie au cœur du sujet, que n'importe qui puisse réussir. Et c'est ça aussi qui me porte. C'est-à-dire que l'argent va être une arme, va être un levier pour cette mission. Mais c'est pas ma finalité, tu vois. Je me dis pas, je veux 1 milliard pour avoir 1 milliard. Je veux 1 milliard et je sais que je l'aurai, mais pas pour avoir des maisons partout, ça m'intéresse pas. Je veux 1 milliard pour avoir un impact. Et tu vois, ça me choquerait pas du tout d'être très riche et de tout donner. Tu vois, un peu comme le mec de Patagonia a fait. Alors lui, c'est la nature, son combat, et c'est une super mission. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Moi, c'est autre chose. Moi, tu vois, c'est l'égalité des chances. Et je sais que j'essaierai d'avoir un impact et que c'est ça qui me fait kiffer et que du coup, j'ai pas l'impression de travailler, même quand le week-end, il est tard, que mes potes s'amusent et que moi, j'essaie de régler des sujets. Est-ce que tu as encore des garde-fous? Il y a des choses où tu te dis, j'ai un peu peur de me brûler les ailes ou de pas être le Anthony que je veux être si j'ai plus d'argent. Tu vois, ce Anthony que tu as vu plus jeune, qui a un peu flambé pendant un moment, est-ce que tu te dis, quand même, j'ai pas du tout envie de le devenir ou c'est pas un sujet, ou alors vraiment je veux m'en protéger, je veux vraiment pas être ce mec, quoi. Non, j'ai plus d'inquiétude, je sais que c'est maîtrisé. Ouais. Là, je suis plus du tout en admiration de l'argent et je le vois, l'autre jour on a fait une belle affaire, un investissement, tu vois, je gagnais 1,5 million, 2 millions. Comme ça, un peu par surprise, tu vois, du jour au lendemain. Ça m'a vraiment fait ni chaud ni froid. Là, je me suis acheté une montre, tu vois, qui vaut 300 000 euros. Ça me fait même plus plaisir, je le fais de manière pragmatique, tu vois, c'est-à-dire que c'est un bon coup. D'ailleurs, je l'ai acheté neuve. Tu vois, personne ne voit mon regard, mais j'ai pragmatique à 300 000 euros. Okay. Mais tu vois, c'est des mais j'ai pas encore ces échelles de grandeur, moi. Mais je pense que la plupart des gens qui vont écouter ne l'ont pas non plus. Mais c'est là où tu te détaches concrètement, tu vois. Et c'est une très belle montre que j'adore. On peut la citer. D'ailleurs, c'est une Audemars Piguet Royal Oak Extra Fine Skeleton pour les amateurs. Pardon. Donc, c'est une Royal Oak qui est très compliquée à avoir, qui vaut 70 000 euros en magasin. Et tu sors du magasin, elle vaut 250 300 000 euros. Et je suis très content de l'avoir. Elle est magnifique, je la garde. Elle est dans ma collection de montres. Et si tu veux, je suis pas dépendant en me disant oh là là, c'est exceptionnel. Alors qu'avant, ma première montre, je me souviens, ma première Rolex que j'avais achetée, c'était un truc de fou. Mais tu vois, je l'avais alors que j'aurais pas dû l'acheter. Je l'avais, mais elle représentait un trop gros pourcentage de mon patrimoine. Alors que cette Audemars Piguet représente rien dans mon patrimoine. Et c'est intéressant, t'as des règles comme ça? Ouais. Mon compagnon, il me dit toujours ça. Attention, quand on achètera notre nouvelle voiture, il faut que ça représente moins de 0,5 ou 1% de notre patrimoine. Je fais attends, t'exagères un peu parce qu'au début, c'est chaud quand même, quoi. Il a raison, mais il y a beaucoup trop de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et Warren Buffett disait moi, j'emprunte pour acheter des actifs quand la classe moyenne ou les pauvres empruntent pour acheter des biens de consommation. Et en fait, la réalité, c'est ça, c'est qu'il y en a qui s'enrichissent grâce au levier de financement bancaire et d'autres qui vont faire des crédits pour acheter une télé, pour acheter des chaussures Dior, pour acheter je sais pas quoi. Et ça, c'est terrible. Et moi, j'ai toujours fait attention et je n'ai acheté que quand je pouvais acheter cash, déjà. Et je fais pareil pour l'immobilier.
C'est-à-dire que j'achète cash. Sinon, je le fais pas. Je déteste les crédits. Je fais des crédits, mais en Du sachant. coup, c'est contradictoire. Ouais, mais alors, je fais des crédits en sachant que j'ai l'argent cash si je veux pouvoir le payer. C'est-à-dire que moi, je fais que du in fine. Donc, je fais pas de crédit sur 20 ans et tout. Ça mais me donc, stresse. tu nantis? Ouais, voilà, je fais du nantissement. Admettons, je lève 1 million. Je fais un prêt in fine, j'en nantis 30% ou 40%, parfois même on me demande 50%, bref, peu importe. Je les bloque, je les mets dans des SCPI ou des assurances vie que la banque va gérer et ils me prêtent le reste et j'ai un prêt qui va se renouveler automatiquement tous les 2-3 ans à l'infini. Alors, tu as des taux variables, hein, c'est le problème la plupart du temps avec le in fine. Ah, et ben, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas qu'avec le in fine, on avait des taux variables. Ouais, très souvent, c'est du taux variable. Parce qu'au contraire, je pensais globalement, quand tu as le cash, ça peut être l'affaire du siècle du in fine, effectivement. C'est un super, en fait, c'est un super coup si tu as le cash, parce que si les taux s'envolent, par exemple, là, c'est ce qui est en train de se passer. Je devais acheter un truc, bref, je ne l'ai pas fait, tu vois, heureusement. Si ça s'envole, ce qui est cool, c'est que tu peux racheter. Donc, si tu as le cash toujours dispo, tu vois ton taux qui s'envole, que tu vas payer une douille, bon, ben, tu rachètes cash, tu vois, ton appart, et tu peux le refinancer derrière avec un taux variable, par exemple. Mais au moins, taux fixe. À taux fixe, pardon. Mais au moins, tu l'as fait. Donc, attention, moi, je crois beaucoup au levier immobilier pour les gens qui commencent. Et clairement, tu vois, c'est un levier qui est exceptionnel. Moi, j'ai des potes qui font que ça. Je l'ai fait au début, tu vois. Je l'ai fait quand j'avais rien, en mode fil rouge. Et aujourd'hui, je suis très content de les avoir. Ça a été remboursé. D'ailleurs, je suis assez curieuse on parlait beaucoup de mindset, mais je suis assez curieuse de savoir, tu vois, de connaître les stratégies que tu as mis en place. Donc, il y a tous ces petits boulots un peu border, mais... C'est pas des boulots en réalité. T'es pas en CDI à livrer ou à laver des voitures. J'ai jamais signé un contrat de travail. Donc, on va dire, tu te crées des opportunités, parfois un peu border, peut-être des fois moins border que d'autres. Ça dure plusieurs années. Tu finis tes études à un moment donné, j'imagine 22, 23. Et là, ça va assez vite, hein. À 26 ans, tu crées 25 ou 26, tu crées Feed. Et entre-temps, tu as commencé, je lisais que tu as commencé par l'immobilier. Tu commences tes stratégies comment tu fais. Et en plus, tu le fais sans CDI, donc si j'ai bien compris. Exactement. Alors déjà, j'essaie d'avoir plusieurs lignes en parallèle, plusieurs missions. Il y a la mission où je dois rapporter de l'argent tout de suite, donc je dois ramener du cash. D'une manière ou d'une autre, il me faut du cash. Là, c'est tous mes petits boulots. Donc, je dois accumuler de l'argent. Deuxièmement, je vais investir sur le moyen terme, donc des projets moyen terme où je peux gagner de l'argent sur les 3, 4, 5 prochaines années. Donc, ça peut être une société que je vais monter, ça peut être un business de voiture comme je le faisais, où je vais générer du chiffre d'affaires. Et j'ai la vision long terme, vraiment fil rouge, avec l'immobilier ou des placements en SCPI, où là, vraiment, le but, c'est de me dire, je me serre la ceinture aujourd'hui, mais dans 15 ans, je serai très content, parfois 20 ans même, 25 pour certains crédits, mais dans 20, 25 ans, je serai très content. Et donc, du coup, il faut que je commence le plus tôt possible, parce que vu que ça va être long, je vais pouvoir me faire 2 cycles. Le cycle, c'est quoi? C'est que j'ai commencé, moi, à emprunter pour l'immobilier à 20 ans. Donc, en fait, à 40 ans, là, tu vois, dans 6-7 ans, j'aurai déjà fini un premier cycle où je vais rembourser plein de biens. Et quand je dis rembourser, c'est que moi, j'ai mis un apport initial, j'ai plus jamais remis 1 euro. Tu vois, j'ai essayé d'avoir des cash flows positif, au moins qui me rapportait 5-10 000 euros pour chaque année, pouvoir payer les entretiens, les chaudières, les trucs. Donc, tu as un autofinancement sur tous tes projets. En autofinancement. Okay. Et alors, je préfère toujours mettre un bon ticket de 20-30% au tout début en apport financier et qu'après, mon cash flow, il tourne. En sachant qu'évidemment, moi, ce que je faisais, c'est que je me concentrais sur des biens où je pouvais rajouter de la surface. J'ai jamais acheté un appartement. C'est-à-dire que j'ai toujours acheté un immeuble. Alors, j'achetais pas à Paris, hein. J'ai acheté en banlieue, j'ai acheté à Draveil, j'ai acheté à Antony. Ah, t'as acheté quand même en banlieue parisienne, alors. Ouais, on a acheté en banlieue parisienne, à Bordeaux. Dis il y avait quelqu'un avec. Ouais, toujours. Dans Okay. l'immobilier, j'ai jamais fait seul. Je pense qu'il faut être bien accompagné ou bien se former à minima pour pouvoir réussir. Typiquement, les startups, c'est pour ça que je fais le Blast Club, parce que c'est impossible si tu es un particulier de bien investir en startup, tu vas te faire avoir, tu sais pas comment faire les audits. Donc, je propose aux gens d'investir à mes côtés. Dans l'immobilier, je faisais la même chose. J'avais créé des clubs deals, donc on était 4 ou 5 en général. Moi, j'essayais d'amener l'argent et j'essayais d'aller voir les banques parce que j'avais cette tchatch, tu vois, de vendeurs. J'avais un ami qui était asset manager dans l'immobilier. Donc, asset manager, c'est ceux qui gèrent les biens locatifs. Il est off-market, donc il connaît tous les bons de coûts avant même qu'ils arrivent sur le marché. Et c'est comme ça que tu fais des bons deals immobiliers. Idem pour le Blast Club, c'est-à-dire que c'est pas quand ça arrive sur des plateformes bidons de financement
qu'il faut investir, parce que là, ça veut dire que tout le marché a déjà vu ces deals et que personne n'en n'a veut. voulu. Donc, tu es le dernier à y aller. C'est un peu comme tu es sur Le Bon Coin ou seloger.com. Si tu achètes là-dessus, c'est que c'est un peu comme le crowdlending à un moment donné. Crowdfunding, il y avait les plateformes de crowdlending, c'est les sociétés qui venaient se financer directement auprès du particulier. Et, ils ont beaucoup épuré ce truc-là, mais à un moment donné, c'était en fait tous les gens qui avaient été refusés par 10 banques en fait et qui atterrissaient sur ces plateformes. Donc il y avait un taux d'échec qui était hallucinant. Exactement. Et ils ont fait beaucoup de ménage. Je suis toujours pas hyper fan, mais en tout cas, ils ont fait beaucoup de ménage sur ce marché-là. Le particulier, le problème, c'est ça, c'est qu'il arrive, il y connaît rien, il va se retrouver dans des deals pourris, et dans les startups, c'est dramatique, parce qu'en fait, une startup, s'il n'y a pas une hype et un FOMO autour de la startup, elle réussira jamais. Et donc, du coup, il faut réussir à investir off-market. Et donc, c'était le rôle de mon pote qui était asset manager. J'avais un autre mec qui avait une entreprise de BTP. Ouais, donc, forcément, il y avait un type dans l'histoire qui s'y connaissait en travaux. Forcément, quelqu'un qui était bon manuellement, et c'était pas moi, ça c'est sûr. Et du coup, lui faisait les travaux à prix coûtant. Donc, il avait les matières premières, travaux à prix coûtant, etc. Et il y en avait un qui avait l'oseille. Il y en avait un qui était riche, donc c'était sa famille qui était blindée, ou son père était notaire, avocat, je sais pas. Et on utilisait sa capacité d'endettement à lui. Alors nous aussi, on avait une capacité d'endettement, mais petite. Et quand tu fais une SCI, il faut savoir que la banque, elle peut aller chercher juste chez une personne. Et après, c'est à cette personne de se débrouiller avec les autres. Et donc, lui, c'était un peu le tampon entre nous et la banque. Et la banque disait, bon, bah écoute, si lui, il gagne beaucoup d'argent, je suis prêt à le faire. Mais en fait, tout le monde gagnait parce que le mec qui avait de l'argent, il nous faisait confiance, il savait qu'on était bon dans ce qu'on faisait, il avait rien à faire, il n'était pas un euro, il gagnait de l'oseille. Celui qui faisait les travaux, il n'aurait jamais pu acheter un bien, ben là, il pouvait le faire, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ça fait combien de deals comme ça? Je sais pas, on a fait 5-6 petits immeubles. Tu vois, c'était des immeubles à 700 000, tu vois, des trucs comme ça. C'était pas des gros trucs, mais on les surélevait. Oui, moi, t'étais en Ile-de-France. Moi, je fais des immeubles, mais pas en Ile-de-France. C'est tellement cher. Quand je regarde les prix à Paris et tout, par exemple, Paris, ça me semble... faut vraiment être blindé et pas avoir une optique de gain pour investir à Paris. C'est de la diversification, etc. Mais, c'est beaucoup de patrimonial. Hein, ouais, c'est Paris, ça. C'est du kiff, c'est du patrimonial. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on voulait faire, où on voulait gagner de l'argent. Et tu vois, on allait surélever, on découpait les surfaces, on voulait vraiment gagner du mètre carré, on louait tout en studio. Et c'est comme ça qu'on arrivait sur le long terme à faire de beaux multiples. Aujourd'hui, tu vois, ça me semble... Quand je vois les multiples que je fais en startup, c'est quasi décevant. Tu vois, 10, 15, 20 ans après, je me dis, putain, tout ça pour ça, ça me fait un peu de peine quand je vois ce que je gagne en startup. Tu fais encore l'IMO, du coup? Non, j'ai arrêté. Depuis que j'ai fait les startups et que j'ai vu les gains des startups, j'ai arrêté l'IMO. Parce que d'une, je suis moins excité par l'IMO, c'est moins mon domaine. Donc, tu vois, je prends pas de plaisir à aller étudier un immeuble, faire mes calculs et tout. C'est pas un truc qui m'excite. Mais j'ai des potes, tous mes potes là, ils sont toujours dedans. Et ils se blindent avec l'IMO. Hein. Mais moi, c'était pas mon truc. Les startups, par contre, c'est là que je prends du plaisir. Et je pense qu'encore une fois, même pour gagner de l'oseille, il faut faire ce que tu aimes. Et il faut te lever le matin en disant, trop cool, je vais aller rencontrer un fondateur, il va me pitcher son projet, je vais essayer de calculer si ça vaut le coup ou pas le coup. L'immeuble, tu vois, quand on allait... au fin fond de la banlieue pour voir un immeuble où il y avait des termites et savoir si les termites, on pouvait les exterminer ou non. Tu vois, moi, j'étais pas hyper chaud à 7h du matin. J'aime bien dormir tard. Enfin, quand je dis tard, c'est 8h, 8h30. Donc, j'étais pas fan du truc. Mais ça fait partie de ton portefeuille. Tu dois avoir de l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de SCPI. J'ai quand même pas mal d'immeubles avec mes potes. T'es obligé d'avoir de l'immo et tu peux faire du levier. Moi, si tu veux, c'était pas forcément la verticale où j'allais aussi parce que j'avais pas de CDI, j'avais pas de capacité d'emprunt qui était exceptionnelle. Quoi. Même aujourd'hui, toujours dépendant de tes partenaires à un moment donné. Même aujourd'hui, je dois mettre beaucoup de cash, tu vois, nanti, séquestré pour pouvoir lever quoi, auprès des banques. Alors, on parle de gros montants, mais tu vois, si je veux m'acheter une maison vraiment en mode kiff, ça va parce que j'ai du cash, sinon je pourrais pas. Quoi. Est-ce que tu es propriétaire de ton appart? Non. Non, c'est un des grands sujets. J'ai souvent ce débat. Tu veux acheter ou pas? Ou pas forcément? Pas vraiment, parce qu'en fait, ma thèse, et alors c'est un grand débat, mais la plupart de mes amis qui sont dans l'immobilier font ça, enfin en tout cas sont alignés avec moi, c'est que si tu achètes une résidence principale, c'est toi qui vas la rembourser. Okay, et tu vas payer cher pour pouvoir avoir un cash flow, tu vois, sur 20 ans, admettons, pour pas te retrouver sur 30 ou 40 ans. Donc, tu vas devoir payer et ça va te fumer ta capacité d'endettement. Parce que si tu rembourses 5 000 € par mois, admettons... Après, c'est si tu as besoin de lever par ailleurs, effectivement,
tu bloques ta capacité d'endettement en achetant ta résidence principale. Enfin, tu bloques ou tu entames, en fait. Mais tu vois, si dans ta stratégie, tu n'as pas besoin de lever... Ouais, pour moi, c'est différent. Mais en fait, je suis resté sur cette base de... Je suis un peu comme... c'est pas du tout un truc, mais c'est un peu comme les juifs. Mes potes juifs ont toujours envie d'être mobiles. Tu vois, faut faire attention quand tu abordes ces sujets. Mais tu vois, parce qu'ils ont toujours été déplacés de pays en pays. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est plus stable. Mais tu vois, souvent dans l'histoire, ils ont été déplacés de force. Et donc, ils me disent toujours, moi, je veux du cash, je veux des lingots, je veux pouvoir être mobile. Et donc, le patrimoine immobilier, c'est pas trop ce qu'ils kiffent parce qu'ils savent qu'ils peuvent se le faire saisir. Tu vois, et c'est resté ancré un petit peu dans leurs habitudes d'investissement. Moi, c'est pareil. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu à Bordeaux, sur la Côte d'Azur, à Paris. Après, j'étais en Espagne. Enfin, tu vois, j'ai fait plein d'endroits, en Turquie, etc. Et donc, j'ai toujours peur, mais c'est pas le rationnel, hein, de me dire, Paris, peut-être que je vais partir. Et Paris, j'aime pas la ville. Tu vois, c'est pas une ville qui m'épanouit. Moi, je suis né dans le sud, je fais du surf, du sport, j'adore la montagne, de Bordeaux. Et j'adore, tu vois, le week-end, pour moi, c'est de l'adrénaline. Le week-end, c'est je vais faire des trucs cool. Et à Paris, le week-end... Tu travailles beaucoup aussi le week-end, si ouais, on a bien compris. Beaucoup, mais tu vois, typiquement, tu me mets à Miami, ça fait beauf et plouc, mais je kiffe parce que tu vois, tu travailles, tu vas faire un tour de jet ski, tu vas sauter en parachute, tu vas kiffer dans ta piscine, faire un barbecue avec tes potes et après tu retournes bosser. À Paris, il pleut un jour sur deux, il fait gris le reste du temps, il fait froid. À part aller voir des musées et bouffer au restaurant, il n'y a rien d'autre à faire. Je suis désolé, les gens me disent Paris, plus belle ville du monde, c'est magnifique. D'accord, mais quand tu habites là, tu vas pas regarder les façades tous les jours quand tu marches, quoi, tu vois. Le lifestyle est pas... Le lifestyle, c'est terrible, tu vois, c'est terrible. Donc moi, Paris me fait pas kiffer et je me dis, attention, je prends encore des pincettes parce que les gens vont me dire, si tu veux un bel appartement, à mon sens, avec les goûts que j'ai aujourd'hui, c'est minimum 4 bars. C'est-à-dire que c'est en dessous de 4 millions, t'as pas un truc de ouf. C'est-à-dire que 4 bars, t'as 200 mètres carrés dans les bons endroits. Ok, 6e, 7e, admettons. Mettre 4 millions pour avoir un appartement avec peut-être un balcon si j'ai de la chance, un voisin à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, je trouve pas ça rentable quand tu sais qu'à 4 millions, tu as une maison à Ibiza avec piscine vue sur la mer. Tu vois, et c'est ça qui fait que j'ai un blocage en sachant qu'encore une fois, quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus rationnel. C'était plutôt que de fumer ma capacité d'endettement pour acheter un bien que je vais devoir rembourser, je préfère faire du levier et utiliser ma capacité d'endettement pour acheter un bien qui va être remboursé par le locataire. Parce que c'est le cas. C'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble que tu vas mettre en location, c'est pas toi qui le rembourse, c'est le locataire. Et donc, en fait, tout partit en fonction du rendement que... En gros, si tu fais un bon coup, il va pas être loin de te rembourser complètement ton bien. Bon, bah, alors je me disais, ma capacité d'endettement, qui est autour de 33-35%, on va dire, en fonction des banques, bah, je préfère les mettre à fond dans du locatif et que les gens, avec leur salaire, me remboursent les biens à moi, plutôt que je me fume ma capacité que tu peux pas faker. Maintenant, c'est bon, c'est fini, je fais plus de crédit, donc je m'en fous. Mais ta résidence principale, si tu l'as achetée, les banquiers vont le voir parce que c'est sur ta feuille d'impôt. Des biens immobiliers en location, à l'époque, les banques ne communiquaient pas entre elles. Tu disais, moi, j'ai pas de biens, tu pouvais pas vérifier si tu avais des SCI. Ils savaient pas si tu avais des SCI. Et donc, tu pouvais multiplier les crédits. Si tu as une résidence principale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant 20 ans, tu peux plus lever. Si je fais simple, hein. En gros, si tu n'as pas beaucoup d'argent que tu pars d'en bas, bon, ben, plutôt que d'être coincé pendant 20 ans, je préfère faire grossir mon patrimoine et kiffer une fois que j'aurai 40 ans. J'ai une question de curiosité, parce que je sais, j'ai lu que tu disais que tu te sentais, ou en tout cas, tu vivais dans un esprit minimaliste. Et on parle d'appartements à 4 millions, on parle d'un lifestyle à Miami, etc., beaucoup bouger, etc. Je me dis, quelle est ta vision du minimalisme? On a parlé de la montre à 300 000 aussi. Tu roules dans quoi d'ailleurs? J'ai pas de voiture. T'as pas de voiture. J'ai pas de voiture, mais quand j'ai une voiture, j'ai une Porsche ou une Ferrari. Mais j'assume en fait ces contradictions. C'est-à-dire que les gens pensent que je mens quand je dis je vis très simplement et tout. Mais je vis vraiment comme un mec qui gagne 2 000 € par mois ou 1 500 € par mois, alors que je gagne beaucoup plus. Mais ça veut pas dire que j'aime pas les belles choses. Et si je vis aussi simplement, dans un appart de 40 mètres carrés, sans canapé. Je te montrerai la photo après, tu vas voir, c'est exceptionnel. J'ai un bureau au milieu du salon. Attends, je vais te montrer la photo. 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, c'est vraiment pas gros. Parce qu'en plus, tu vois, tu me dis, apparemment, tu ne cuisines jamais, tu vois. Donc, ça veut dire que tu manges toujours à l'extérieur, etc. Donc, déjà, quand tu gagnes 2 000 €, si tu manges tout le temps à l'extérieur, ça doit être un budget phénoménal. Je ne cuisine jamais.
mais je ne mange que du feed et du journée. Vous allez voir ce que c'est. Feed, vous connaissez, bon, c'est les repas complets en barre. Donc ça, c'est pour le matin et le midi. Et le soir, je mange du journée, EY à la fin. C'est une startup dans laquelle j'ai investi. Ouais, j'ai vu que t'as Ils te investi. livrent tes plats pour la semaine. T'as plus qu'à les mettre au micro-ondes, ça te les réchauffe. Et si je vis très simplement, c'est aussi pour me faire des kiffs, mais qui sont réfléchis. Par exemple, tu vois, acheter une montre à La 300 000 euros, une Ferrari, une Porsche, c'est pas du tout des dépenses, c'est de l'investissement. Parce que la montre, la Audemars Piguet que j'ai, vous regarderez là, aujourd'hui la date qu'on est, vous regardez dans 5 ans, elle vaudra 1 million. Des Patek Philippe, j'ai pas mal de montres. Une Philippe Patek, je l'ai acheté 40 000, maintenant elle vaut 300 000. Une Royal Oak Extra Fine Acier, je l'ai acheté 29 000, elle vaut 150 000. Donc tout ça, c'est des investissements. Tu achètes une Ferrari Tributo, t'es sûr que, pareil, le prix... Comment t'as développé cette connaissance d'ailleurs? Ça m'intéresse parce que tu vois, il y a un moment donné, il y a 10 ans, tu savais rien de tout ça, tu vois. C'est le fait de côtoyer. Apprendre, il faut vraiment être passionné, avoir envie de toujours découvrir de nouvelles choses. Et cette curiosité, bah, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et du coup, tu te renseignes sur un sujet. Moi, les montres, j'ai défoncé tous les forums possibles et inimaginables. Idem sur, tu vois, les Ferrari, quand je m'y mets, je vais vraiment me renseigner sur comment elles fonctionnent, quelle est la différence du moteur, etc., etc. Tiens, regarde, c'est ce que j'avais mis sur LinkedIn. J'avais mis le post sur LinkedIn. Tu vois, c'est vraiment... En tout cas, le salon est petit. Sauf si c'est. Non, c'est mon salon, ça. Oui, c'est ça. J'ai le salon. En fait, et c'est une un chambre. bureau. Non, mais Il n'y a c'est pas vrai. vraiment de salon. C'est vraiment. C'est un bureau. Et là, tu vois, j'ai retrouvé une photo de la chambre. Et ça, c'est la chambre quand je suis arrivé. Tu vois. Ok. Donc, c'est une chambre et 7 pièces. Donc, j'ai 2 fois. Si j'étais méchante, je dirais c'est claqué. Ouais, c'est le vraiment claqué. parquet est mignon, mais Non, les mais murs c'est sont pas claqué. propres. C'est Ouais, claqué. ok. Mais c'est ça qui est fou. Je peux partir en vacances. Quand je suis en vacances l'été, ça me coûte 100, 150 000 minimum. Tu vois. Mais je m'autorise Normal. à kiffer parce que justement, le reste de l'année, je vis très simplement et je suis pas dépendant de l'argent. Donc, c'est une manière aussi de rester connecté à ma réalité, à la réalité, même si, encore une fois, je mesure mes propos parce que je sais qu'il y en a qui seraient ravis d'être dans cet appartement, de pouvoir faire la vie que j'ai dans cet appart, etc. Je viens d'un milieu, moi, où j'aurais jamais imaginé pouvoir acheter une Ferrari. C'était le bout du monde. Mais je suis pas dépendant. Et oui, encore une fois, plein de contradictions. Je peux acheter des trucs super chers, mais tu vois, de l'art, par exemple, j'achète de l'art. Mais ça me choque pas d'acheter un tableau à 50 000 euros, 100 000 euros, parce que tu le gardes. Et tu sais que la valeur, elle devrait monter si tu te fais pas trop de conneries. Et que, encore une fois, tu es conseillé. L'art, par exemple, je suis pas un professionnel, ça m'intéresse, mais je suis pas un expert. Mais j'ai des potes autour de moi qui sont branchés, c'est leur métier. Ils me disent ça, tu peux y aller, ça, t'y vas pas. Et c'est pour ça que chacun doit être bon dans ce qu'il fait. Sinon, s'entourer pour pas faire de conneries. Il y a une question qui me taraude parce que, tu vois, quand je travaillais dans les startups, je voyais des startups qui levaient avec des valos 10-15 millions. Feed ayant levé 40 millions, j'imagine que la valo, tu rajoutes probablement un zéro, quelque chose comme ça. Tu vois, peut-être un demi-million, un demi-milliard. Mais quand même, tu vois, sur ma référence à moi de 10-15 millions, les founders, honnêtement, leur REM, c'était 4-5 000, quoi. Ouais, c'était Donc, peu. je me dis, tu vois, comment tu crées ce cash? Est-ce que tu vois, t'as levé, donc t'as été dilué? Est-ce que c'est ta REM en tant que founder, ce qui est énorme? Ou est-ce qu'il y a d'autres sources de... Alors oui, évidemment, probablement ton plus gros patrimoine, c'est tes parts dans Feed, mais elles sont pas liquides. Donc, je me dis, elle est où l'équation? Tu vois, où est-ce que tu arrives à cette liquidité? Puisque tu as des vacances à 100, 150 000, enfin, tu vois, tout ce dont on parle, de toute façon, ça nécessite des liquidités. Donc, elles viennent d'où? Où est la provenance de ces liquidités? Déjà, tu as raison, les entrepreneurs gagnent peu. Les entrepreneurs moyens gagnent très peu. Les entrepreneurs bons commencent à avoir un salaire correct, tu vois, on va dire entre 100 et 200 000 euros. Annuel. Mais c'est extrêmement rare. Ah, mais 100, 200 000, on en revient à 5, 6, 7 000 euros par mois, tu vois, c'est pas, ça finance pas ton train de vie. Non, clairement. Non, mais moi, de façon de base, Feed, c'est ce qui me fait gagner le moins d'argent. Donc, c'est intéressant parce que les gens pensent que je suis riche à cause de Feed. C'est hyper intéressant, alors qu'en fait, pas du tout. Et on n'est jamais rentré dans ce sujet. C'est ton boulot d'investisseur. Ouais, alors d'une, mes trucs d'investisseur, deux, ce que je faisais avant, tu vois, j'avais quand même beaucoup investi quand j'étais jeune dans l'immobilier, donc quand je revends un immeuble, tu vois, et que ça rentre, ça va vite. L'investissement de start-up,
je gagne beaucoup d'argent. Clairement, l'investissement startup, c'est ce qui m'a fait exploser. Les startups, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu rentres à une valo de 1 ou 2 millions et que la boîte, 1 an et demi après, tu cash out à 100 millions de valo, ça te fait des vrais multiples. Hein. Donc, même si tu mets 50 000 balles, tu fais les calculs, tu prends plusieurs millions. Donc, ça va très vite. Moi, j'ai investi dans 50 boîtes et j'ai fait aussi du cash out avec Feed de quelques millions. Donc, ça veut dire que j'ai vendu des parts pendant une levée de fonds. On m'a mis 15 millions en cash-in, donc 15 millions pour la boîte. Donc là, c'est une dilution, une augmentation de capital. Ouais. Et j'ai vendu au même moment des parts de Feed à des investisseurs qui souhaitaient rentrer. Et donc là, l'argent n'allait pas dans les caisses de Feed, mais dans mes caisses à moi, quoi. Ok. Et tu peux te dire le montant ou... Ouais, plusieurs millions. Okay. Je crois qu'on ne peut pas trop en disclose, mais ça, c'est sûr, ça a mis un coup d'accélérateur. Et maintenant, les start-upers qui s'enrichissent, c'est ceux qui, effectivement, font du cash-out. Ouais. Et maintenant, ça a augmenté. Alors, le cash-out, pour les... Tu peux... Cash-out, c'est quand tu vends tes parts à des fonds d'investissement ou à des private equity funds. Tout ou partie de la société, d'ailleurs. Tout ou partie de la société. Cash-out, c'est plutôt une vente intermédiaire. Donc, tu vas vendre 2, 3, 4% de ta boîte. Et maintenant, là, ça s'est calmé depuis quelques mois avec la crise macroéconomique. Mais en 2021, tu as beaucoup de founders qui ont pris entre 10 et 30 millions d'euros. Alors, je me ravise beaucoup, c'est faux, mais tu as 10-15 founders en France qui ont pris ces montants-là. Et donc, du coup, quand tu fais partie des 30 stars, on va dire, françaises, là, effectivement, tu peux prendre du gros cash, mais ce n'est pas du tout statistiquement représentatif, quoi. Des entrepreneurs, tu en as des milliers, et tu en as très peu qui gagnent beaucoup. Donc, l'entrepreneuriat, il faut vraiment le faire par passion. Tu gagnes plus d'argent en étant investisseur. Hein. Si tu as la chance d'avoir un peu de cash, tu gagnes beaucoup plus de blé en investissant dans les startups parce qu'au final, tu dérisques ton portefeuille. Si tu investis dans 2 startups, c'est très risqué. Ce que je conseille, c'est d'investir dans 50 startups ou 30 startups. Mais tu baisses ton ticket. Et c'était le souci jusqu'à présent, tu vois, de l'investissement en startup. J'avais beaucoup de gens sur mes réseaux sociaux qui me disaient « Anthony, est-ce que je peux investir avec toi ?» Je leur disais « Combien tu veux mettre ?» Ils me disaient « Moi, je peux investir 5 000 dans l'année. » J'ai en fait, ça, aucun fondateur te laissera rentrer avec des tickets de 1 000 euros parce que ça fait des lignes à faire, ça fait des lignes dans la cap table. Quand il va y avoir une assemblée générale, il va falloir que tu signes. S'ils ont 100 personnes à faire signer, c'est trop galère pour eux. Et c'est en fait, c'est pas dans l'intérêt du fondateur d'avoir trop d'investisseurs. Il en veut peu qui mettent des gros tickets. Qui sont à risque. Et en plus, si tu connais pas le fondateur, la plupart du temps, tu peux pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une période où les fondateurs avaient la main, il y avait beaucoup d'argent sur le marché. Tiens, j'ai pas connu. J'ai quitté ce monde-là avant. Et... là, depuis 2 ans, c'est la folie. Et du coup, ça s'est un peu tassé, non ? Ouais, là, ça s'est calmé depuis 6 mois. Les investisseurs devaient pitcher les entrepreneurs pour leur donner de l'argent. Trop bien. Mais c'était incroyable. J'aurais dû en profiter. Ouais, non, mais vraiment, il y avait des coups à faire. N'importe quelle boîte qui vendait, je sais pas, des chaussettes pouvait lever 5 millions, quoi. C'était incroyable. Hein. Et maintenant, c'est en train de se durcir. Mais ce que je veux dire, c'est que sans contact, tu peux pas investir. Et c'est aussi pour ça, tu vois, toujours dans l'optique d'aider le peuple à venir dans cette verticale, qu'on a créé le Blast Club, parce que maintenant, les gens peuvent investir entre 1 000 et 80 000 euros par deal. Mais tu vois, ils ont la possibilité de mettre des petits tickets et de rentrer dans les meilleurs deals à mes côtés. Yes, on va... Ça me fait une belle transition du coup parce que quand tu me dis que c'est le métier ou l'activité qui te rapporte le plus, forcément, on va les creuser. Ok. La transition d'entrepreneur à investisseur, elle marche parce que tu as été entrepreneur à succès et que c'est comme ça que tu t'es créé des liquidités pour investir. Alors, on nous déconcentre. C'est pas juste. Il y a Mathieu Stéphanie qui nous tire la langue et qui nous prend en photo. Petit coucou d'ailleurs. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, toi, tu as pu devenir investisseur parce que, effectivement, mais à un moment donné, quand même, tu es arrivé à un niveau de... Enfin, est-ce que d'ailleurs, je te trouve, l'analyse est fausse. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui t'a permis d'être investisseur ou c'est parce que tu as investi des petits tickets qui sont devenus des gros tickets, un peu comme dans l'immobilier, un marchand de biens, il fait une première petite opération, puis une deuxième, et à un moment donné, il fait des opérations à 5 millions, mais il est arrivé là parce qu'il a commencé avec des opérations à 150. Non, c'est l'entrepreneuriat clairement qui m'a permis d'être investisseur parce que j'avais accès aux meilleurs dossiers. Les autres entrepreneurs venaient me voir parce qu'ils ont vu que j'avais réussi à lever beaucoup d'argent. Ils venaient me demander des conseils. Et au-delà de leur donner des conseils, moi, je leur dis, mais tu veux pas que j'investisse, moi, chez toi, j'ai des potes autour de moi, on crée un club deal, comme je le faisais à l'époque dans l'immobilier, je réunis 10 personnes autour de moi, on donne l'oseille, ça va aller plus vite qu'avec des fonds d'investissement, et j'avais accès à tous les meilleurs dossiers, et j'avais une centaine de personnes, à un moment, qui étaient autour de moi, des footballeurs, des stars de l'équipe de France, des tennisman très connus, et les gens investissaient à mes côtés. Et le problème, c'est que j'ai eu tellement de deals,
et tellement de personnes qui se sont joints à moi que c'était fait de manière artisanale. Je devais faire le lien entre les avocats, le comptable, les investisseurs, l'entrepreneur. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, il faut qu'on utilise tout ce réseau et tous ces dossiers startup qui gravitent autour de moi pour que les gens puissent investir. Évidemment, mes potes et tous ceux qui ont été à mes côtés depuis le début, mais aussi des particuliers qui, tous les jours, franchement, me harcelaient sur Instagram et Twitter, etc., en me disant, moi, je veux investir dans les startups. C'est la classe d'actifs la plus rémunératrice depuis 10 ans. Mais c'est pas la moins risquée. C'est pas la moins risquée. C'est intéressant de creuser. J'avais fait tout un épisode là-dessus, mais il date un peu et c'est intéressant de réactualiser. Petite question de curiosité, quand tu es à la télé chez M6, t'es tout seul ou il y a des gens derrière toi qui investissent en réalité? Non, j'étais là pour le coup, M6, c'est ton oseille. Les gens pensent que tu vois, que c'est du faux argent. Et que M6 nous a donné Moi, une je vais pas somme. penser ça, mais pour le coup, je pensais... Nous, on a vraiment de l'argent et c'est toi qui investis seul. Par exemple, tu vois, l'année dernière, je fais tous mes investissements seul. Ça représentait combien l'année dernière? L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup. En vrai, 700 000. Il est public parce qu'on pourra retrouver c'est 600 000 montant, ou 700 000. Et là, cette année, tu vois, on est en train de le tourner. C'est en cours, donc... Ouais, mais j'ai déjà mis 1,7 million. Ah donc là, tu vois, je sais pas. C'est les derniers, ils vont... Voilà, on va couper un peu le robinet. Non, mais c'est cool, là. On a bien dispatché cette année. Il y avait des trucs cool, donc Tu sais quand est-ce que ce sera diffusé? Parce que alors, moi, j'adore regarder cette émission. Ça va être début de l'année. Ce qui est sûr, c'est que c'est début de l'année 23. Février. Ok, d'accord. Cool, il faudra attendre un peu. Ou alors, je te demanderai des infos. Du coup, effectivement, pour en revenir à l'investissement en equity, alors, on comprend bien que à la base, pour bien investir en private equity, donc c'est-à-dire dans des startups, il faut être au cœur du truc. Enfin, il faut avoir accès au bon dossier. Donc ça, c'est clé. Ce qui évidemment exclut beaucoup de gens. Tous les amateurs, tous les gens qui sont pas dans l'écosystème, qui sont pas des entrepreneurs ou des investisseurs, ne peuvent pas avoir accès au bon dossier, ça n'existe pas. Les plateformes aujourd'hui qui existent en early stage, donc c'est au tout début des aventures, c'est là que c'est le plus rémunérateur, c'est des groupes de business angels obscurs ou des plateformes de crowdfunding où vraiment les dossiers qui s'y trouvent, c'est les dossiers que tout le monde a refusés. C'est-à-dire que quand je vois des dossiers qui sont sur certaines crowdfunding plateformes, je les ai refusés il y a un an et demi, ils sont passés dans mon bureau. Et donc en fait, ça veut dire qu'ils ont fait le tour de tout le marché, de tous les VC, de tous les business angels que je vais appeler sérieux, c'est-à-dire les gens connus, tu vois, qui ont une force d'impact quand ils investissent dans une boîte où tu dis ah ouais, c'est sexy d'avoir ces investisseurs-là. Ils ont dit non. Et donc en fait, le petit porteur, il se retrouve à mettre de l'argent sur des sommes pourries. Il y en a qui me disent oui, mais eux, c'est gratuit leur plateforme parce que nous, on fait payer l'adhésion, tu vois, du Blast Club. Je dis ouais, mais ça dépend ce que tu veux. Soit tu veux ne pas payer et avoir des deals pourris, soit tu préfères payer. Et à un moment, tu as des bêtes de deal. C'est toujours la même chose. Non, mais j'ai enregistré un super épisode sur les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP. Et tout l'épisode, il n'est pas encore diffusé. Et je crois d'ailleurs qu'il sera diffusé après le tien. Donc, je fais un peu de teasing. Il y a ce truc de la culture en France, du conseil gratuit, d'avoir accès à trop de choses gratuitement, alors qu'en réalité, c'est gratuit pour toi, mais la personne se rémunère sur l'apport d'affaires et donc il y a un conflit d'intérêt en fait. Super intéressant ce que tu dis et j'ai eu le problème, je le connais bien puisque j'ai un multifamily office qui s'appelle Ivesta où je suis entrepreneur et client et ils ont essayé de retourner justement ce paradigme dans le sens où effectivement les gestions de fortune, ceux que j'avais avant, ils me disaient t'inquiète, ça te coûte rien. Je m'occupe de ton argent, ça te coûte rien. Non, moi je veux payer. Et je m'étais dit c'était trop chelou et en fait il prenait des fees sur ce qui me plaçait et il prenait des montants mais incroyables et c'était genre 5-6% et donc à la fin tu ne sais plus s'il te conseille 5-6% SCPI de 1 million. Ouais, non mais ça va très vite. Il vaut mieux payer 20 000 ton conseil à l'année. Exactement. Que de faire prendre 60 000 de com. Non mais c'est fou et donc du coup tu vois ils te conseillent plus de manière objective, ils vont te conseiller une SCPI où ils ont négocié 6% au lieu de 5% avec l'autre et dans la vie il vaut mieux payer plutôt que de se dire ah non mais ça me coûte rien. Les trucs de crowdfunding c'est pareil, ils gagnent derrière et tout et en plus toi tu te retrouves avec des dossiers pétés quoi. Et le deuxième critère c'est qui fait la sélection et comment. C'est-à-dire que en fait je pense, hein, tu me permets, tu me dis, mais ok, il y a Feed qui clairement est un atout parce que tu as réussi ton entreprise, mais n'importe qui pourrait se dire, ok, c'est pas parce qu'il a réussi son business que il sait investir et il sait analyser le business des autres, tu vois. Pour le coup, j'ai l'impression, et tu me dis si je me trompe, mais ton passage dans l'émission d'M6 à level up ta crédibilité. C'est-à-dire vraiment là, on est en mode, on voit tes analyses, on voit comment tu réfléchis, on voit les questions que tu poses, on voit et
ok, on voit jamais tout, mais du coup, c'est ok. Là, je lui apporte un niveau de crédibilité, je lui accorde un niveau de crédibilité qui est encore supérieur parce que je ne l'avais jamais vu raisonner avant. Pour tous ceux qui sont pas amis avec toi, en tout cas, on ne t'avait pas vu. Et c'est rarement le cas en réalité. Donc, encore une fois, quand t'es pas dans le sérail, quand tu sais pas à qui tu confies ou tu délègues cette responsabilité d'avoir analysé les dossiers à ta place. Donc, tu ne sais pas quels sont les critères. Et ça aussi, c'est problématique parce que c'est fondamental dans le fait d'accéder à des hauts rendements et, comme tu dis, à des x10, des x100, etc. Oui, tu as raison. Les gens pouvaient se baser sur les investissements que j'avais faits. Et sur mon site internet, on peut les retrouver, ou même sur blast.club, il y a tous les investissements que j'ai faits. Il y en a une cinquantaine. Et c'est que des trucs qui ont cartonné. J'ai eu 2 échecs qui sont... pas mal comme track. Qui sont morts. Encore une fois... c'est normal d'avoir des startups qui meurent et vous allez en avoir dans vos investissements. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais plutôt que d'investir sur 2 boîtes, il faut investir dans 10 boîtes. Et si tu en as 2 ou 3 qui meurent, c'est pas grave parce qu'en fait, une startup qui réussit, elle va te faire de tels multiples qu'elle va racheter toutes les autres. Tu vois, c'est un autre mode de pensée. C'est pas du tout comme l'investissement classique. Et donc, du coup, sur toutes ces boîtes, les gens qui me connaissent et qui sont proches de moi ou qui ont investi avec moi savent les performances qu'on a faites. Mais effectivement, le fait d'être sur l'émission montre les raisonnements, comment on va analyser les dossiers. Le fait d'être entrepreneur me sert beaucoup naturellement parce que je connais les difficultés que les founders vont rencontrer. Donc, je peux analyser les signaux faibles, les signaux forts, voir les courbes d'apprentissage, est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce qu'il est humble, etc. Et puis, cette chance, c'est d'avoir investi dans toutes ces verticales et d'être très proche des VC, donc les investisseurs professionnels qui vont mettre, eux, des tickets entre 10 millions et 500 millions, donc des gros tickets. Et eux, je sais où ils veulent investir. Et c'est-à-dire que comme je passe beaucoup de temps avec eux, je sais quelle verticale les attire, où est-ce qu'ils veulent déployer leur argent. Et donc, avant même d'investir, je sais vers quel investisseur les pousser au moment où j'ai mis mon invest. Et tout ça, ça n'a pas de prix. Et évidemment, le réseau que j'ai créé au cours de ces 7-8 dernières années me permet de recevoir les deals par les meilleurs investisseurs. C'est-à-dire que j'ai plein de fonds qui me disent: j'ai vu un dossier de fou, il est trop petit pour moi, parce que les fonds, ils veulent déployer minimum 3-4 millions, sinon c'est trop petit pour eux, parce qu'ils passent trop de temps à gérer leurs lignes. Un investisseur, il a droit à 10-15 lignes maximum, donc il doit choisir 10-15 boîtes où il va investir. Dans l'année ou même sur 2-3 ans, tu vois, c'est les lignes qu'il peut gérer. Et donc, il va pas aller sur des petits tickets, mais par contre, il va me les envoyer en me disant: finance le seed, donc le pré-seed du tout début. Après. Et dès qu'ils ont grossi, qu'ils ont des KPIs qui sont plus adaptés au fonds d'investissement, nous, on les récupère et on fait la transition. Et c'est pour ça que, honnêtement, ce deal flow, il est incroyable. C'est un peu comme si tu disais, et tu as raison, avec Stéphane Plaza. Tu vois, Stéphane Plaza, tu sais qu'il est dans l'immobilier, il a 100 agences. Il a forcément des meilleurs coups que toi, quoi. Tu vois, je parle de l'auditeur. Tu vois, si l'auditeur, il veut se lancer, il n'a pas de contact, ok, il veut aller sur Se Loger. Mais Se Loger, il y a 45 000 personnes qui ont vu la même annonce, tu vois. Donc, si quelqu'un s'est pas jeté il a tout le off-market, alors que sur Le Bon Coin, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de off-market. Le Blast Club, c'est pareil. C'est tu as accès au-delà de tous les événements qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va organiser des événements où tous les membres vont se retrouver. On va faire des conférences, on va faire des visios mensuels pour expliquer les news business, comment analyser, on va les aider. Mais c'est aussi la possibilité, surtout, de déployer son oseille dans les meilleurs dossiers de l'écosystème. Entre 1 000 euros, tu vois, et ça c'est cool, tu peux mettre des petits tickets de 1 000 euros jusqu'à 80 000 pour ceux qui veulent vraiment déployer beaucoup d'argent, sachant qu'on fait 3 deals par mois, 3 deals de environ 1 million, 1,5 million de levée de fonds pour des startups qui sont maximum valorisées à 10 millions. Donc c'est vraiment du tout début d'aventure et c'est là que tu peux faire des gros multiples. Donc le Blast Club, blast.club pour l'instant. C'est ton nouveau projet. Du coup, c'est ton bras armé d'investisseurs. Tu vois, tu parlais du fait que tu voulais... tu avais un désir de vengeance collectif quant au fait d'aider un maximum de gens à avoir accès aux opportunités auxquelles tu as eu accès. Et là, ça en fait partie, en fait. Pour moi, c'est très cohérent avec ta mission et ta stratégie. Et donc, tu crées un club d'investisseurs dont tu es le pilier central. C'est toi qui vas sélectionner tous les dossiers ou tu as une équipe comme ? C'est moi qui sélectionne, qui valide à la fin, mais on a des analystes en interne. Et là, on a un directeur d'investissement qui arrive. Donc, il y a un filtre énorme parce qu'on reçoit des centaines de dossiers par jour en ce moment. Donc, il y a beaucoup de travail d'analyse. Par jour ? Ouais, c'est fou. Là, parce qu'on vient juste de communiquer dessus. Donc, forcément, les gens sont comme des oufs. Mais en temps normal, j'en reçois déjà 300 par mois sur les mois normaux. Donc là, où j'ai annoncé qu'on allait investir 30 millions l'année prochaine,
c'est le minimum de ce qu'on va investir. Là, ça déploie du dossier dans tous les sens. Donc, c'est moi qui valide à la fin parce que j'ai l'intuition, je rencontre les fondateurs, etc. Tu vas investir toi-même dans tous les projets? Ouais, je mets moi-même. À quelle hauteur? Je mets plusieurs dizaines de milliers d'euros, entre 20 et 80 000 euros dans chaque projet. Ok, tu vas mettre toi des petits tickets par contre. Donc, en gros, si tu veux, je peux pas mettre trop gros. En général, je mets entre 100 et 200 000, sauf que je fais un deal par mois ou un deal tous les 2 mois. Ouais. Là, l'idée, c'est de déployer un maximum en dérisquant et en faisant plein de dossiers. Et comme là, on va commencer à en faire 3 par mois, même 3 fois 50, tu vois, ça veut dire que chaque mois, je mets quand même 150 000 euros, en sachant que très vite, quand on va avoir plus de membres, parce qu'on va refaire des ventes au fur et à mesure, on pourra investir jusqu'à 100 millions par an, soit quasiment 10 dossiers, tu vois, par mois. Je te pose une question un peu technique, mais je me rappelle avoir entendu que Anaxago avait des... non, c'était Omunity, mon partenaire crowdfunding, qui me disait il y a des régulations AMF qui sont en train de changer parce que le fait que la plateforme, en fait, c'est un argument de dire nous, on investit, donc c'est sérieux, enfin, on y croit, donc on investit et ensuite on fait du crowdfunding. Et l'AMF voyait ça aussi comme un conflit d'intérêts, c'est-à-dire en même temps, à partir du moment où tu investis, tu as tout intérêt en fait, à le proposer à plein de gens pour qu'ils investissent aussi. C'est quoi? C'est en cours, c'est en place? Il y a un truc comme ça à l'AMF? Tu y es confronté ou pas? Tu as raison, il y a énormément de régulations en France parce que, et c'est très bien, l'AMF fait attention à ce que les petits porteurs, les particuliers, les épargnants ne se fassent pas escroquer. Et il y a eu énormément de problèmes. On va même pas parler des influenceurs, mais tu vois, ils te vendent n'importe quoi. Ils disaient d'acheter des NFT, du Bitcoin, des trucs. Bon, bref, il y a eu énormément d'abus. C'est extrêmement régulé et on a des avocats, Kramer-Levin pour pas les citer, qui sont les meilleurs de la place et qui ont travaillé sur le projet avec nous depuis le début et qui ont fait en sorte qu'on soit parfaitement dans les clous. Alors nous, on n'est pas gestionnaire de fonds, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien différencier différents trucs. Tu as le crowdfunding d'un côté, donc crowdfunding, c'est vraiment un sujet à part, nous, ça ne nous intéresse pas. Tu as ensuite les fonds d'investissement. Eux vont avoir ce qu'on appelle des LPs, donc des gros investisseurs qui vont mettre des tickets minimum de 200, 300, 400 000 euros. Et les fonds vont gérer leur argent. C'est-à-dire que tu leur donnes 1 million, admettons, et eux, ils te disent on en fait ce qu'on veut. Voilà. On a une thèse d'investissement et on va déployer ton argent sur 6 ans. Rendez-vous dans une dizaine d'années. Ça, c'est des fonds d'investissement, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est un club et on n'est pas du tout un appel public à l'épargne. Tu vois, il y a des gens qui vont dire investissez dans tel endroit. Et à partir du moment où tu le fais à plus de 100 personnes, c'est de l'appel public à l'épargne. Nous, c'est pas un appel public parce qu'on est dans un club privé. On ne conseille pas. Avec un membership, du coup. Avec un membership. On fait pas de conseils et on dit pas de manière personnelle, toi, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, ce que je fais, c'est simplement dire j'aime ce dossier, je l'ai sélectionné, je vais investir mon argent. J'organise un visio avec le fondateur de la startup et les membres, et ensuite chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je parle pas de valorisation, je parle pas de mon audit, de ma due diligence. Les gens savent que je l'ai fait. Je vais expliquer pourquoi moi je suis chaud dans le dossier, évidemment, mais je dis pas aux gens c'est safe, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma due deal et mon audit, donc évidemment, je suis sûr de moi, sinon je ne mettrai pas mon argent. Mais après, c'est important que les gens s'impliquent aussi dans leurs recherches, qu'ils essaient de comprendre la verticale, qu'ils essaient d'avoir une culture générale du business, parce que ce que je veux, c'est pas, tu vois, des moutons à l'instinct grégaire qui vont suivre aveuglément. En fait, c'est pas de vendre les projets. Est-ce que du coup, tu te réserves le droit de dire ce point-là attire ma vigilance? Bien sûr. J'y vais quand évidemment. Même, mais j'ai ce point de vigilance. Moi, je vais, de toute façon, il y a des visios qui vont être assez longs avec les fondateurs et les membres. Et moi, j'ai toute une série de questions, en sachant que quand je les vois en visio avec les membres, c'est déjà que moi, je sais que j'y vais. J'ai déjà fait mon audit et ma due deal pendant 2-3 semaines avec des pros du secteur, avec mes avocats, avec des experts de la verticale, etc., etc. Mais je vais mettre en avant tout ce que j'ai observé, les points forts et les points faibles. Il y en a forcément. Il y a toujours des risques. En fait, si tu n'as pas de risque dans la startup, c'est que ce n'est pas une startup. Tu ne peux pas créer énormément de valeur sans être à la frontière tu vois, de quelque chose. Donc, non, on est tranquille avec l'AMF et en plus, on est ravis tu vois, de pouvoir apporter une solution qui est évidemment la plus carrée possible, la plus légale possible, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un impact positif sur l'écosystème, le monde des levées de fonds. Et si jamais un jour ils ont des questions, qu'ils veulent en parler avec nous, nous, on est vraiment content d'aller. Tu vois, on n'est pas du tout en opposition, on n'est pas là pour casser le système ou pour briser je sais pas quoi. C'est vraiment pour apporter une solution. Et tu l'as dit, ça me fait très plaisir. C'était la troisième à me le dire. Il y a Gérald Defort qui me l'a dit et David Laroche. Et j'ai beaucoup été dans la critique ces dernières années
j'ai beaucoup dénoncé, j'ai beaucoup expliqué pourquoi j'étais pas content. Et la plupart des gens étaient frustrés parce qu'ils me disaient c'est cool, tu critiques, mais quoi après, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu proposes? Et là, enfin, le club, c'est la conclusion, tu vois, d'un travail depuis un an et demi. Parce que je te passe les détails, mais on a automatisé au maximum, on a blockchainisé les cap tables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les membres du club, automatiquement, vont pouvoir revendre leur part. On va mettre en place dans le club un tableau d'affichage qui va permettre aux membres du club de se revendre leur part entre eux. Pour avoir de la liquidité. Un marché secondaire. Un marché secondaire. Ce qui est un problème un des gros problèmes des startups. Du financement de startups, c'est qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où on investit, on n'est plus maître de rien. En fait. C'est pas liquide. On décide pas à quel moment on récupère notre argent. Et il faut, j'aime bien, je savais pas que c'était un terme qui était utilisé, mais dans les plaquettes que j'ai lues, tu utilises le terme un événement de liquidité de la société. Donc, la société fait une nouvelle levée de fonds, augmentation de capital. Introduction en bourse, vente à un industriel. Ou vente, exactement. Et donc, en fait, tu es complètement dépendant du cycle de vie de l'entreprise, surtout toi en tant qu'éventuellement petit investisseur dans le lot. Et ça, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que ton argent, il est effectivement bloqué et tu sais pas pendant combien de temps. Un jour, tu peux ne plus jamais le revoir puisque le risque de perte en capital, il est intégral. Et ça, tu vois, moi, c'est vraiment un frein pour moi. Bon, au-delà de ceux qu'on a déjà évoqués, j'ai pas les accès que tu as, j'ai pas le niveau d'analyse que tu as, mais il y a vraiment le truc de, voilà, ça fait pas partie de ma stratégie aujourd'hui de bloquer de la liquidité. Et donc, toi, tu crées un marché secondaire où, entre membres du club, on peut se revendre des parts. Donc, qui décide comment tu fixes le prix? Qui décide le prix? Est-ce que les founders ont d'ailleurs un droit de regard? Ok. Non, pourquoi? Parce que ça se passe dans un SPV, Special Purpose Vehicle, donc c'est une holding qui va détenir tous les actionnaires, pour faire simple, et c'est du gré à gré. Donc, chacun vend le prix qu'il désire, en sachant que ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que même avec les 500 membres, il n'y aura pas de la place pour tout le monde dans chaque deal. Donc, on va être over-souscrit, donc sur-souscrit, à chaque levée de fonds. Ce qui fait qu'il va y avoir des frustrations. Certains voulaient absolument investir dans le deal parce qu'ils le trouvaient trop bien. Et ben, ceux qui l'ont eu vont pouvoir vendre dès le lendemain leur participation à ces personnes. Alors évidemment, ils vont prendre un petit cut, ils vont prendre un petit pourcentage. 10, mais tu vois, tu as vraiment ce choix de trading, et c'est ça qui est intéressant dans les startups. Le mec mélange le private equity et le trading, je trouve ça génial. C'est qu'au final, tu vois, tu peux gagner de l'argent et avoir de la liquidité, ce qui est très compliqué en startup. En startup, tu es obligé d'attendre 6-7 ans, tu es dépendant des fondateurs. Là, tout se passe dans le club, et comme on a blockchainisé la cap table, il n'y a pas de démarche juridique lourde. Chacun va s'échanger ses titres de manière digitale, et tu as ensuite un dashboard où tu as tous tes investissements ultra bien expliqués, avec les reportings automatiques que tu reçois tous les 3 mois quand il y a eu un board de chaque startup. Tu vois où en est la valorisation, et tu peux suivre tes actifs d'une manière super ludique. Et en plus, ça t'apprend, tu vois, à avoir une culture générale sur le business, et ça, c'est canon. Alors, rappelle-moi les conditions d'entrée dans le Blaze Club. Alors, il y a un membership. Tu as un membership entre 1000 ou 10 000 euros. C'est-à-dire que tu as le premier membership, tu payes 1000 euros. Pour entrer dans le club. Tu rentres dans le club. Tu as accès au deal. Tu as accès au deal. Et quand tu payes le membership à 1000 euros, tu peux investir 1000 euros par deal. Okay. Alors que quand tu payes 10 000 euros de membership, tu peux investir 80 000 euros par deal. Donc, tu peux déployer évidemment beaucoup plus d'argent quand tu as un pass diamant à 10 000 euros que quand tu as un pass bronze. Tu as une coupe de champagne avec le pass diamant Ouais, on est en train d'organiser des trucs. Là, on n'a pas eu le temps, c'était le rush, mais on est en train d'organiser des trucs. Et évidemment, les passes diamants ont des features en plus. Typiquement, ils vont payer un peu moins de frais de structuration dans les deals. Parce que si tu veux, nous, que quelqu'un mette 1000 euros ou 80 000 euros, on a les mêmes frais d'avocat. Ce que tu veux dire, c'est les frais de dossier, quoi. Ouais, c'est les frais de dossier, tu vois. Donc, il faut quand même ouvrir les comptes, faut les commissaires aux comptes, il faut les avocats qui vont valider le deal, il faut un responsable administratif qui va envoyer les CERFA, etc. etc. Donc entre guillemets, il y a des frais de dossier qui sont en pourcentage. Tu as des frais de dossier, voilà, qui sont plus ou moins gros en fonction de ton pass. Et surtout, tu as ce qu'on appelle des bonus avec les gros passes, où tu dis, t'en as 3 avec le pass diamant par exemple, je veux absolument ce deal, et ben l'algorithme qu'on a mis à jour pour choisir qui va avoir le droit d'investir va te donner ton allocation. Typiquement, tu dis je veux investir chez Blablacar, admettons, même si Blablacar c'est vieux, mais admettons Blablacar au tout début, tu vois, quand ça va aller 2 millions. Et ben tu dis je veux investir chez Blablacar
absolument, eh ben, tu crames un bonus et tu es sûr d'avoir ton deal qui est passé. Okay. Parce que si tu mets pas ce bonus, peut-être qu'il y a trop de monde dans le deal. Et c'est premier arrivé, premier servi. Voilà, le premier servi, l'algo va décider que tu n'as pas le deal cette fois-ci, que tu pourras avoir le prochain. Donc en fait, il y a 1000 souscripteurs, 1000 members, 1000 membres qui te disent « je veux ce deal ». Et ensuite, c'est pas premier arrivé, premier servi, comme sur les plateformes de crowdfunding où le truc où il y a plus rien, tout est parti en 30 secondes. Okay, comme les billets de concert. On veut essayer de faire un maximum de chance et on sait qu'il y a des membres qui peuvent pas être devant, tu vois, le visio forcément. Mais tellement smart. Et donc du coup, en fait, ça te crée, c'est un peu comme les launchpads en Web3 si tu veux. Moi, je pense à l'attribution des places de foot. Ils avaient fait ça la dernière Coupe du Monde. C'est du hasard. Ouais, des trucs. C'est-à-dire, il y a une partie de chance, sauf si tu mets ces boosters où tu dis, moi, ce deal, je le veux absolument, tu vois. Et en fait, évidemment, l'algo calcule. Le but, c'est que les gens puissent déployer un maximum d'argent et l'algorithme va faire en sorte de quelqu'un qui a pas pu investir depuis 2 deals. Bon, bah, évidemment, l'algo va lui donner le 3e, et ainsi de suite. Et donc, on va calculer combien tu as déjà déployé par rapport aux autres et on va essayer de faire quelque chose qui soit le plus juste et honnête possible, de manière à ce qu'il y ait une égalité des chances, encore une fois, et ça nous tient vraiment à cœur. Ça ouvre quand ? Mais ça ouvre, écoute, là, dans les prochains jours, début octobre. Donc, pour avoir la date précise, il faut s'inscrire sur blast.club. Il y a une inscription où tu dis, moi, je veux acheter ce pass. Alors, je crois qu'au moment où l'épisode sera diffusé, je me demande si ce sera pas ouvert. J'ai calé ça avec ton équipe, mais tu sais, à quelques jours près. Donc, allez-y maintenant. Allez-y maintenant, parce que ça se trouve, effectivement, c'est ouvert. Et il y a un nombre de places limité. Il n'y a que 500 places. S'il faut, je verrai avec ton équipe, je le mettrai une semaine avant. Ouais, ce serait parfait si tu pouvais le mettre avant. En sachant qu'il y a déjà 6000 inscrits pour 500 places. Donc, ça veut dire qu'il y a 6000 personnes qui ont dit « je veux ce pass » et qui sont prêtes à payer. Et là aussi, c'est aléatoire ? Pareil, aléatoire. On veut un maximum de... Tu veux dire que tes potes, ils n'ont même pas une place garantie dans ton club ? Il y en a qui gueulent. Il y en a qui gueulent, ils me disent « bon, allez, Anto, t'as fait du cinéma, mais donne-nous la place. » Donc, on leur a fait une liste, si tu veux, qui est un autre Typeform parce qu'ils étaient au courant avant les autres, donc on les a sur Typeform et on sait qui veut investir, mais si tu veux, j'en ai trop, j'ai trop de potes qui veulent le faire, donc si je mets 200 places que pour mes potes... Mais pourquoi tu commandes pas juste le volume de deal ? Tu vas me dire, il y a peut-être pas assez de bons dessus. Tu veux maintenir la qualité, c'est quoi le... Déjà, alors, t'as raison, je veux maintenir une qualité de ouf, c'est-à-dire que l'UX, tu verras, quand ça va être live, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en 3 clics, t'as payé avec ta carte bleue, ton virement instantané, c'est ultra simple, c'est pas comme une plateforme classique où il va falloir envoyer. Il n'y a pas de KYC ? Alors si, bien sûr, on fait un KYC au début à la création du compte. Tu vois, on va demander toutes les infos. Est-ce que les personnes s'y connaissent un minimum ? Tu vois, est-ce qu'ils ont conscience des risques, etc. On leur pose des questions, on leur demande leurs papiers, leurs trucs pour vérifier que c'est bien eux. Tu peux aussi investir avec ta holding, ça c'est canon. C'est-à-dire que tu peux investir avec une société et pas seulement en perso, tu as le choix. Pourquoi pas plus de 500 membres au début ? Parce qu'on veut que l'expérience utilisateur soit parfaite et donc on doit se roder. Tout marche parfaitement. On a fait plein de tests, mais tu sais comment c'est quand c'est live. C'est toujours plus compliqué que quand tu as fait les répétitions avec tes devs. Donc on veut faire les 2-3 premières. Il y a un peu de sensibilité sur le sujet. Voilà, il faut faire 2-3 du coup levées de fonds. On va faire des petites levées au début entre 500 000 et 1 million pour se roder. T'as déjà les dossiers ? Ouais, j'ai déjà les dossiers. Ils sont top. Et le jour où on veut vraiment grossir et qu'on est prêt, que la machine elle tourne aux petits oignons, là, évidemment, on ouvrira à nouveau le club et on refera une sorte de drop, un peu comme dans les NFT, un drop pour que des nouvelles personnes puissent nous rejoindre. Et tu as raison aussi sur la qualité des dossiers, c'est le point 2. Vu que là, on n'a pas encore toute l'équipe d'investissement qui est branchée, les directeurs administratifs, les directeurs juridiques qu'on est en train de recruter en ce moment, on n'a pas envie d'être sous l'eau et que les dossiers, on prenne des dossiers moins bons que ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment à cœur de prendre que du top dossier. Et limite, je proposerai moins de dossiers et je pousserai l'adhésion. Admettons, les gens, c'est un membership de 1 an, tu vois, pour être dans le club. Chaque année, tu dois payer ton membership. Et bien, admettons que j'ai pas eu autant de dossiers que je voulais, je dirais que le membership, il vaut plus longtemps. 14, 15, mais je veux pas pousser des dossiers pour pousser des dossiers. C'est-à-dire que je préfère faire 2 dossiers top que 4 dossiers moyens. Est-ce que toi, tu as une thèse d'investissement, même si je sais que ça ne fonctionne pas comme ça, mais est-ce que toi, tu vas chercher minimum du x10, en dessous de x10, ça ne t'intéresse pas, il faut que le marché soit... Tu vois, tu as quoi comme règle ? Alors, on peut toucher à toutes les verticales. Tu vois, on n'est pas en mode que foodtech, que fintech, assurtech, que du SaaS, que du Web3. On est ouvert à tous les sujets, mais il faut que ce soit très scalable. C'est-à-dire que ça doit pouvoir grossir très vite.
x10, c'est le minimum de ce qu'on peut obtenir. C'est-à-dire qu'on va vraiment viser plutôt du x100. En tout cas, quand j'investis dans un deal, c'est parce que je pense qu'il peut faire x100. Ça veut évidemment pas dire qu'il va les faire, mais c'est ce que je vais viser. Quelque chose de très gros. Donc, une boîte très jeune, où il y a de la tech, où ça va être un modèle qui grossit rapidement, où les fondateurs ou fondatrices sont vraiment des bêtes d'exécution avec une capacité de résilience qui est très forte, et évidemment une tendance de fond qui est lourde et qui fonctionne. On ne va pas parier contre le marché. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est d'écouter le marché, d'écouter le consommateur, de sentir ses futures envies et de se positionner. Typiquement, un investissement là, que j'ai fait, tu vois, dans Gourmet, c'est du foie gras en laboratoire. Ils étaient venus me voir au tout début, ça valait 800 000 euros de valo. Ils viennent aujourd'hui de me cash out à 100 millions. Pourquoi ? Parce que c'est une start-up qui va prélever des cellules de canard, va le développer dans un laboratoire en mettant du liquide amniotique. C'est du liquide, comme si c'était un canard. En fait, ils arrivent à faire pousser le foie. Donc, c'est du vrai foie gras, mais sans la souffrance du canard. Sans la souffrance animale, ok. Et en fait, ça, c'est une tendance de fond. Et aujourd'hui, je crois vraiment, moi, à ce que non pas on aille se rapprocher au maximum du goût du canard avec de faux ingrédients ou avec d'autres ingrédients, mais je crois vraiment que les gens ont envie de manger du canard, mais sans que le canard ait souffert. Et ben, c'est souvent de la croissance en laboratoire, etc. Ça, c'est des tendances, tu vois, dans lesquelles j'investis. Je ne vais pas investir chez un boucher. Même si son projet il est ouf, qui va livrer de la viande à domicile. De toute façon, c'est pas scalable. Parce que d'une, c'est pas scalable, mais et aussi parce que les gens vont manger de moins en moins de viande, idem pour l'alcool, idem pour, etc. Donc en fait, j'étudie la société, j'essaie de deviner en avance ce qui va se passer et comment on peut résoudre des problèmes. Et il y en a des milliers, tu vois. Typiquement, en ce moment, on voit que toutes les sociétés travaillent en remote, qu'aujourd'hui, si tu n'es pas capable d'offrir de bonne qualité de travail à tes employés sans qu'ils viennent au bureau, les gens vont se barrer de la société. Ça met en place plein de nouveaux logiciels, plein de nouvelles possibilités, plein de nouvelles options à offrir à tes employés. Et ça, c'est des solutions SaaS qui sont intéressantes. Bref, il y a tellement de sujets intéressants à creuser que c'est passionnant. Merci Anthony. Merci à toi. Je suis ravie vraiment d'avoir eu cet échange avec toi. Donc, si on veut te retrouver, on a bien compris, c'était Blast Club. Il y a quelqu'un derrière tes réseaux sociaux, c'est toi qui les gères? Il y a quelqu'un. Okay. Il y a Ariane. Ne le harcelez pas, s'il vous plaît. J'ai 4 personnes à temps plein, tellement c'est fou en fait. Les messages, c'est marrant parce que si, j'ai quand même du monde, mais tu vois, je vais avoir 300 000 personnes au total quand tu additionnes les LinkedIn, les Insta, les TikTok, les trucs comme ça, un peu plus, mais je ne suis pas non plus, tu vois, un influenceur, je ne suis pas 3 millions de personnes, mais c'est ultra engagé. Et c'est ça qui me plaît, c'est que les gens qui nous suivent ont envie de participer à l'aventure, veulent être à nos côtés. Et du coup, ils sont très impliqués, ils nous posent beaucoup de questions. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait Blast, pour pouvoir réunir autour de moi et avoir des gens, tu vois, en direct, pour leur parler, pour avoir des retours, pour organiser des événements avec eux, en physique, en visio. Et c'est passionnant d'avoir cette chance de travailler au quotidien dans quelque chose qui me plaît vraiment. Tu vois, et c'est pas bullshit, il y en a beaucoup qui disent non, mais moi, je vis de ma passion. Mais en fait, c'est vraiment possible, tu vois. J'investis, c'était ma passion ces 5 dernières années. Je le faisais le week-end parce qu'avec Fit, j'avais pas le temps. Et maintenant, je vais le faire, tu vois, à temps plein quasiment, et je vais pouvoir vraiment me concentrer là-dessus. Et ça, c'est trop cool, et je suis ravi de pouvoir aider les autres. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai même pas eu besoin de te contacter. Je voulais te contacter, et donc c'est notre ami commun, Mathieu Stéphanie, à qui je comptais demander ton numéro. Et puis en fait, quelqu'un a parlé de moi à ton équipe, du podcast à ton équipe, qui a dit « Ah oui, ça nous intéresse. » Ok, cool. Génial. J'aimerais tellement qu'il y ait plus d'invités qui viennent à moi comme ça aussi naturellement et d'aussi bonne qualité. Merci Anthony. Merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Mais quel pur bonheur cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusque-là, prenez du temps un peu plus pour partager cet épisode, le faire découvrir à un max de gens autour de vous et pourquoi pas laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous invite aussi à prendre 1 minute pour noter une chose marquante que vous voulez retenir de cet épisode. Parce que si vous écoutez Richissime, c'est en partie au moins ou en grande partie pour apprendre des choses. Alors ne consommez pas le savoir, ingérez-le, intégrez-le et prenez le temps de le digérer. Rendez-vous donc sur Instagram si vous avez envie de prolonger la discussion. Je rappelle, c'est Richissime Podcast. Sur ce, moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.